Je suis Soune Meyer, je suis directrice générale adjointe de Centrale Supéiec et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans cet amphi pour cette conférence du cycle de conférences sur du DU Olcan. Donc le DU Olcan, c'est une formation qui permet aux étudiantes et aux étudiants de maîtriser les fondamentaux et les enjeux des transitions climatiques et écologiques. Et elle leur permet de compléter, de mettre en perspective leur formation initiale, qu'elle soit en sciences, en ingénierie, en sciences du vivant, en sciences humaines et sociales. Donc ce qui est intéressant, c'est cette diversité de profils et la transdisciplinarité de la formation. C'est un élément essentiel pour acquérir la vision systémique requise pour répondre aux défis liés aux enjeux climatiques et environnementaux. Donc cela nécessite de décloisonner les disciplines et pour un même sujet, d'être capable d'aborder des aspects technologiques, scientifiques, mais également juridiques, ce qui fera l'objet de la conférence de demain, ou sociétaux, qui fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Donc effectivement, ce soir, la conférence porte sur la prise en compte des sciences humaines et sociales afin de penser les solutions environnementales et climatiques et sera donnée par Jean-Paul van der Linden, que j'ai l'honneur d'accueillir. Merci à vous d'avoir accepté cette conférence. Donc Jean-Paul van der Linden est ingénieur agronome, titulaire d'un Master of Art en économie et d'un doctorat en environnement. Il est enseignant-chercheur en économie écologique et études de l'environnement à l'université Versailles-Saint-Quentin et directeur du CERC, Culture, Environnement, Arctique, Représentation et Climat. Il travaille sur l'analyse des risques sociotechniques émergents et leur gouvernance, avec un accent mis sur les questions liées au changement climatique et à la pratique interdisciplinaire. Il a été lauréat d'un ERC Advanced Grant en 2021 pour le projet Préfère, qui vise à étudier comment l'éthique des gens ordinaires, dit éthique laïque, se manifeste dans les communautés non occidentales confrontées à une menace extrême. Il est aussi très impliqué dans des projets comme Samper Arctique, qui est un projet transdisciplinaire qui a pour objectif de comprendre et analyser les sources de résilience en Arctique, en s'attachant à rassembler des récits locaux de changement et leurs conséquences au niveau de 3 communautés arctiques. L'Arctique, c'est loin. Alors plus localement, il fait partie du GREC, qui est un groupe pluridisciplinaire d'experts scientifiques qui mène une étude autour du changement climatique. Ce groupe est financé par le CNRS et est soutenu par la région Île-de-France. Donc cette mission interdisciplinaire du CNRS qui vise à expliquer scientifiquement les changements climatiques en Île-de-France et anticiper les évolutions à venir au cours du XXIe siècle pour la région. Voilà, je remercie Jean-Paul van der Linden et la parole est à vous. Merci beaucoup, merci. Bon, on va donc passer 1h30 ensemble ou quelque chose comme ça. Je vois plein de gens que je connais, c'est rassurant pour moi. Puis il y a des gens que je ne connais pas. Je fais un peu le tri dans ma tête de qui je connais et qui je ne connais pas. Mais ça ira. Ok. Alors, je me disais que j'allais commencer par vous poser un tas de questions et vous obliger à répondre. Alors, c'est comme un jeu. Hein. Je commence en trichant. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Comment t'appelles-tu ? Maxence, est-ce que pour toi, tu peux essayer de me dire en quelques mots, en te levant pour que tout le monde t'entende, ce qu'est la science ? Là, on triche, je connais Maxence. La science, c'est avant tout une méthode qu'on appelle scientifique, pour laquelle on essaye d'explorer des nouveaux champs de connaissances. Et à partir de cette méthodologie qu'on souhaite robuste et réplicable, eh bien, on avance un petit peu. Merci beaucoup. Je pense que les gens sont à peu près d'accord ici. Ceux qui ont des connaissances plus avancées pourraient discuter ailleurs avec Maxence, mais ce n'est pas le but. Ce qui m'a intéressé, c'est réplicable et robuste. Et donc l'idée, c'est peut-être la science, c'est la production d'un discours qui nous permet d'avoir des attentes sur le futur qui se réalisent. Contrairement à plein d'autres choses, nos croyances, demain je vais m'envoler, je ne sais pas, sur un nuage, ça ne marche pas.
Mais la science, ça crée des attentes qui se réalisent, ça nous permet de prédire, ça nous permet de réduire les incertitudes à venir. Je pense que c'est ça que tu disais. Alors on va tricher. Plus. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Et toi ? Alice, je peux te passer le micro ? Est-ce que tu... Si ça t'effraie, on arrête tout de suite. Donc Alice, quel devrait être pour toi le rôle de la science dans la prise de décision en général ? Pour moi ? Ouais, pour toi. Et tu es libre. D'accord. On n'a pas triché, là, je la connais pas. Je confirme. Alors pour moi, le rôle de la science dans la prise de la décision, c'est important parce que ça nous rassure, ça nous prouve certaines causes, certaines conséquences, et ça résout quand même beaucoup de problèmes. Et je pense qu'il doit être quand même pas uniquement que les décisions ne doivent pas non plus uniquement retomber sur la science, mais d'autres choses doivent être prises en compte. C'est parfait. Oui, c'est absolument parfait pour ce que moi j'ai envie de faire. Donc merci beaucoup Alice. Comme Alice, je ne la connais pas, je pense qu'il faut l'encourager. Maxence, il n'avait pas le choix. Alors, Alice, elle a dit quelque chose de très important, c'était ça nous rassure, car quand on réduit les incertitudes sur l'avenir, en fait, ça nous permet de savoir où on va, ce qui est rassurant, en tout cas dans le monde occidental qui est le nôtre, pour la majorité d'entre nous. Ça nous rassure. Et puis, elle a dit autre chose de très important, c'est la notion de cause et de conséquence. En fait, ça va être très important dans la science d'établir des liens de causalité, parfaits, imparfaits. Et c'est ces liens de causalité qui nous permettent de faire ce que j'avais dit au début, c'est avoir des attentes qui se réalisent. Quand on a des causalités robustes, en fait, on est capable de savoir, je suis capable de savoir que si mon cerveau commence à dire tu feras un pas en avant et que toute cette machine se met en route, je fais un pas en avant, voilà, c'est cause, conséquence facile. Et puis il y a des cas plus difficiles, etc. Donc c'est ces deux choses très importantes. Alors j'avais deux petits exemples pour vous sur la dernière chose très importante qu'Alice a dit, c'est que il n'y a pas que la science dans la prise de décision, et ça va être très important pour tout ce talk. C'est pour ça qu'on mobilise parfois les sciences sociales et les sciences humaines. Et le premier exemple, c'est un exemple tiré de Bergen, avec des exemples de météo, c'est assez simple. À Bergen, il n'y a pas vraiment besoin de météo, il pleut tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est pas vrai, parfois il y a du soleil et c'est très très beau. Mais la plupart du temps, il pleut. Dans mon imaginaire, il existe à Bergen un record de pluie continue de 345 jours. Mais Vincent, qui est là-haut, connaît peut-être le vrai record de pluie de Bergen en pluie continue, non ? 90 jours de pluie continue, vous imaginez, vous n'avez pas besoin de météo, quoi. Demain, il pleut. Donc les incertitudes, elles sont basses. Et je me souviens de m'être promené à Bergen et de voir des enfants passer avec leur sac à dos, trempés, quoi, et pas habillés comme il faut. Et ils arrivent à l'arrêt du bus, ils jettent leur sac de cahiers dans l'abribus, et eux, ils restent à l'extérieur. Et ça, vu de France, vu d'où je venais moi, c'est très étrange en fait, parce que voilà, nous on se met à l'abri. Et donc quelque part, dans leur bagage culturel, on reviendra sur la culture de Bergen, il y a quelque chose qui les poussait à eux rester sous la pluie tout en protégeant leurs cahiers. Facile, hein, ça va se compliquer. Puis quand vous en avez marre, vous faites comme ça. Ça veut dire accélère, accélère Jean-Paul, accélère, on en a marre. Une, deux personnes le font et ça marche. Un autre exemple, un exemple de Kundera, La vie est ailleurs. Il y a un garçon qui s'appelle Jaromil, qui a lu La vie est ailleurs. Si vous vous en souvenez pas comme moi, tant pis. J'ai lu La vie est ailleurs quand j'avais 16 ans, donc c'était il y a longtemps. Et donc, tout ce dont je me souviens, c'est que Jaromil est sur une terrasse et il a froid. Il a très froid. Et il ne quitte pas la terrasse. Pourquoi ? Il va mourir à cause de ce froid-là. Ce froid va l'emporter malade. C'est ce dont je me souviens, hein. C'était il y a 42 ans, peut-être que j'ai tout inventé en 42 ans. Mais donc, ce froid va l'emporter, il est malade, mais il ne quitte pas la terrasse, car il sait que son caleçon est très laid. Et il sait que s'il doit quitter cette terrasse, il rencontrera la fille qu'il aime et l'invitera à se déshabiller. Et il a tellement honte de son caleçon qu'il préfère geler sur pied et puis mourir pour ne pas... Et vous avouerez que ce n'est pas très scientifique comme démarche, quoi. On a froid, la causalité simple, ça peut nous rendre malade, ou on rentre, on attrape chaud.
en faisant abstraction tout à fait des histoires de caleçon, etc. Donc ça, c'était à la demande d'Alice, 2 illustrations du fait qu'il n'y a pas que la science, il n'y a pas que la connaissance, il n'y a pas que le savoir qui nous fait prendre des décisions, mais il y a plein de petites choses dans la vie qui nous fait prendre des décisions différentes. Ok. Quel est, d'après vous, le rôle que la science dans la prise de décision, quel est le rôle réel maintenant? Quand j'ai posé la question à Alice, j'ai oublié de mettre l'accent sur ce que ça devrait être. Mais en réalité, la science, ça sert à quoi dans votre expérience? Alors, je ne sais pas, moi, qui va tomber dans l'eau chaude. Tu n'as pas de chance, tu me regardais. Donc, bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Bonjour, moi je m'appelle Mounia. Enchanté, Mounia. Est-ce que tu es d'accord de parler? Alors, toutes les réponses sont bonnes. Effectivement, oui. Donc, quel est, d'après vous, le rôle de la science dans la prise de décision? Aujourd'hui, dans la réalité, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas, mais pour moi, on peut s'appuyer sur la science pour évaluer les risques ou bien les impacts sur des actions sur des problèmes ou de décisions à long terme, pour enfin éclairer des choix, que ce soit politiques, économiques ou sociaux, sur la prise des décisions. Donc, moi, j'aime bien ce que Mounia a dit, parce que... C'est Mounia, hein, parce que parfois j'oublie. Et j'aime bien ce que Mounia a dit, parce qu'elle a parlé d'éclairer. Et un des grands projets de la science, c'est justement de nous éclairer, de nous montrer un chemin avec plus de choix, parce que la lumière, lui... Après, on peut discuter de l'effet des lumières sur le monde, mais on s'en fiche ici. Et donc, quel est, d'après vous, le rôle que la science a dans la prise de décision? C'est d'éclairer, et je vais entamer un débat. Il y a une chercheuse indienne, dont le nom m'échappe, c'est pas Vandana Shiva qui vient dans ma tête, qui a dit « Mais les lumières, ça éclaire tellement bien le monde que ça reste à l'ombre et ça disparaît. » Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement une partie du monde qui a été oubliée par les lumières. C'est génial, non? Peut-être que je vais un peu trop vite et que ça viendra après. Ok, et les sciences du climat, les lumières du talk de Valérie lundi. Valérie vous a fait un talk. À quoi devrait servir, à quoi servent les sciences du climat? Est-ce que je vais vers quelqu'un en me présentant ou est-ce que quelqu'un se porte volontaire? À quoi servent les sciences du climat? C'est vache comme question, hein. Moi, ma vie, elle est dédiée à faire de la science tout le temps. Et donc, je suis amoureux des sciences comme plein de mes collègues, quoi. Mais en fait, à quoi ça sert la science du climat? Bonjour Virginia, je m'appelle Jean-Paul. Ah, je connaissais son nom, j'ai triché. Virginia, pour toi, à quoi servent les sciences du climat aujourd'hui? C'est une question vache. Pour moi, la science du climat, ils servent pour nous éclairer le risque de changement climatique et des autres enjeux environnementaux. J'ai eu Virginia en classe, je pense, et donc j'espérais qu'elle rajoute à ça quelque chose dans le genre... en fait, les sciences du climat devraient aussi changer nos comportements. Mais elle savait ça, mais elle était un peu impressionnée par mon affaire, là. Et donc, à changer nos comportements du point de vue des émissions, changer nos comportements du point de vue de l'adaptation, peut-être changer notre rapport à l'autre, notre rapport à la nature, etc. Et le problème, c'est que la difficulté, la source de tristesse, ce qui nous ennuie, une des raisons pour laquelle je pense le diplôme Alcan a été créé, c'est qu'il n'y a pas tellement de comportements qui changent. Il n'y a pas quelqu'un qui a rigolé là. C'est très triste, c'est pas rigolo. Mais je comprends que ce soit un peu ironique. Il n'y a pas tellement de comportements qui changent au niveau de la frugalité, au niveau de l'arrêt de ce qui dérègle notre climat, et même au niveau de l'adaptation. Il y a pas mal de comportements qui font de travers alors qu'on sait que ce n'est pas vraiment ça qu'on devrait faire. Et alors... quel est l'effet réel de ces connaissances cumulées? C'était ça ma dernière question. Hein, une volontaire, d'après vous? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Je vous explique. Après, je vous promets qu'il y aura du contenu dans ma conférence. Quand j'ai travaillé pour une compagnie de relations publiques, on écrivait des discours pour des politiciens. Et il y avait une injonction, c'était créer un contact avec le public. Et donc tout ce petit exercice que je fais, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de vous manipuler pour que votre attention se porte sur moi
et que vous soyez engagé dans ce que je vais raconter, mais qui était déjà prêt. C'est génial, hein? Voilà, je me suis dénoncé. Et tous ces rapports, toute cette connaissance cumulée, quel est son effet réel alors? Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi vous êtes ici? Et je le fais, je sais pourquoi je le fais, et je vais travailler avec vous là-dessus pendant l'heure qui nous reste. Mais j'ai besoin de votre avis. C'est pas vrai que c'est juste manipulatoire, l'écoute de votre avis, ça m'intéresse vraiment. Aïcha. Oui? D'éduquer, tout en ne se décourageant pas parce qu'il n'y a pas d'action. Ok. D'autres idées? Ok, on va avancer alors. Mon constat, il est plutôt pessimiste, et puis je vais essayer de le rendre petit à petit optimiste, ou plutôt de vous montrer comment on arrive à faire sens de ces situations et comment on arrive à aller de l'avant quand pendant 40 ans on tire une sonnette d'alarme et pendant 40 ans les réactions elles sont mollassonnes, quoi. Et qu'on se remet au métier pendant 40 ans. Ceux qui savent calculer savent que j'ai lu Kundera à 16 ans, que donc c'était il y a 42 ans, donc il y a 40 ans j'avais 18 ans, et ben oui, ça fait 40 ans qu'on en parle. Voilà. Et donc comment on fait qu'est-ce qui nous porte pour se remettre au métier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans ce discours que je vais faire avec vous aujourd'hui, il y a une origine d'un objet qui s'appelle les services climatiques. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est ce que sont des services climatiques? Nathalie de Noblet n'a pas le droit de répondre. Services climatiques. Ok, les services climatiques, c'est ce qu'il y a écrit là dans les définitions. Ce sont des objets, des services, dans le sens prestation de services, qui est la fourniture d'informations climatiques pour aider les utilisateurs finaux à prendre des décisions intelligentes. Ce n'est pas les mots de moi, hein, c'est des mots que j'ai été piochés sur Internet, ça c'est un programme Climadap de l'Union européenne. En matière du climat, l'information sur le climat peut aller de prévisions saisonnières, par exemple perspective des feux de forêt, aux projections à long terme, par exemple élévation du niveau marin. Donc si vous regardez ça et vous regardez tout le blabla qu'on a fait ensemble avant, ça ressemble vachement. En fait, les services climatiques, ce serait ce mécanisme par lequel cette science qu'on a produite parviendrait à un utilisateur qui prend des décisions éclairées. Ça vous va? En fait, vous pouvez que recevoir ça, je vous le montre. On peut discuter de l'opportunité, du caractère opportun des services climatiques, mais c'est une autre question. Les services climatiques ou climatologiques permettent d'accéder à un ensemble d'informations permettant d'évaluer et de qualifier le climat passé, présent ou futur. Vous voyez déjà que c'est plus riche. Le service climatique, c'est plutôt la science climatique dans sa profondeur, historique, actuelle et future, par rapport à la définition précédente. Consultable sur Internet, il se décline sous plusieurs formes, dont les principales sont des portails de données ou des observations du changement climatique. Donc là, vous voyez de plus en plus, vous imaginez le service climatique, une interface. Quel temps fera-t-il à Pétaouchnok-les-Boules dans 40 ans? Vous rentrez les coordonnées de Pétaouchnok-les-Boules et vous avez des informations sur des variables météorologiques, mais dans leur manifestation statistique. Leur objectif est de fournir aux utilisateurs les connaissances nécessaires pour apprécier la vulnérabilité des activités économiques, de l'environnement et de la société aux impacts du changement climatique. Là, vous voyez, par rapport à la première définition, ça s'enrichit. On parle de vulnérabilité, on parle d'impact. Et donc, vous imaginez une information climatique mise en contexte, mise dans des chaînes de causalité qui vont d'un changement dans une variable météorologique jusqu'à un effet sur le quotidien de monsieur et madame un tel, de l'environnement, des sociétés aux impacts du changement climatique, et entreprendre des mesures d'adaptation. Et donc là, les services climatiques, ça vient même dans cette espèce de projection de modification du comportement. Alors, les services climatiques, on est plusieurs à travailler depuis longtemps dessus en se posant beaucoup de questions. Et la question centrale, c'est comment fait-on pour qu'une information de qualité parvienne à l'endroit qu'il faut pour qu'il y ait un changement de comportement en adéquation avec le défi que ça impose, quelque chose comme ça. Et c'est une question qui est cette question des 40 ans dont je vous parle. Ça fait 40 ans qu'on essaye d'envoyer un message et qu'on reçoit un retour, un signal mou. Un peu comme quand les extraterrestres essayent de nous adresser la parole et qu'on ne comprend rien.
eh ben ça, c'est difficile. Et donc, les services climatiques, c'est ce qu'on a trouvé comme structure institutionnelle, structure économique, pour faire ce travail-là pour du vrai, en se concentrant sur ce travail-là. Le travail de porter l'information jusqu'au bout. Et je pense que pour vous tous dans Holcan, et puis pour tous les visiteurs de ce soir, et visiteuses, eh bien, les services climatiques vont faire partie du paysage institutionnel qui va nous entourer de plus en plus, que l'on soit engagé dans la démocratie municipale et qu'on doit faire un plan d'adaptation, que l'on soit responsable d'entreprise et qu'on se demande quelle est la quantité d'huile que l'on doit injecter dans notre chips en fonction de l'humidité des soirées qu'on va organiser. 1001 questions simples et compliquées, mais toutes liées à des valeurs moyennes de variables météorologiques et la façon dont ça se manifestera dans l'avenir. Ça va prendre la place dans nos vies, donc souvenez-vous, services climatiques. Et les services climatiques, pour quelqu'un comme moi, ça a posé une question complètement stupéfiante. Parce que, voilà, si vous calculez toujours, vous savez que je suis né en 1966. Eh bien, en 1969, donc quand j'avais 3 ans, j'ai ouvert cet article de Crane qui dit « Bien que les scientifiques, en général, considèrent la mode qu'ils définissent comme la sélection de problèmes scientifiques sur la base de critères non scientifiques, comme une forme de déviance. » Donc en 1969, évidemment la phrase, je l'ai tirée, elle n'est pas très habile, mais en 1969, ce que nous dit Crane, en étudiant l'état de la pratique scientifique du jour, il n'y a pas longtemps, 69, vous voyez comme je suis jeune, j'avais déjà 3 ans, eh bien en 1969, les gens disaient, il est déviant de choisir une question scientifique sur la base de critères non scientifiques. C'est exactement ça, les services climatiques. Nous choisissons des questions scientifiques pour répondre à des questions sociétales. Et donc, pour moi, en fait, pour beaucoup de très jeunes ici, les quasi 60 ans qui sont dits là, ça peut vous sembler immense. Mais pour des gens comme moi, c'est un claquement de doigts. Il y a un claquement de doigts. C'était une déviance de faire de la science en fonction de désirs de la société. Aujourd'hui, c'est devenu une injonction. Par exemple, en 99, donc seulement 30 ans plus tard, on nous dit, un dénommé Gibbons, mais qui travaille dans les sphères européennes à l'époque, un nouveau contrat doit s'assurer que la connaissance scientifique est socialement robuste, c'est-à-dire acceptée par la société. Donc en 30 ans, on passe de « écouter la société, c'est une déviance » à « écouter la société, c'est une nécessité ». Vous voyez ça ? Je veux juste vous donner des images de ça pour vous expliquer pourquoi c'est tellement compliqué. Vous imaginez, le premier signal de changement climatique, Mauna Loa, c'est quoi, les années 80, Nathalie, à l'aide ? Les années 80. Donc, les années 80, on est encore dans cette phase-là où la société n'a pas dicté aux scientifiques l'objet de la recherche. Vous imaginez le chemin qu'il y a à poursuivre pour en même temps tirer une sonnette d'alarme, avoir la société qui réagit et recevoir en retour et puis se mettre au métier pour produire de la connaissance. Donc il y a déjà un petit bout de réponse là. 2016, il y a des moments où la science a l'air de perdre sa connexion avec la société et ses besoins. Alors là, on a complètement renversé la machine et la Commission européenne arrive à sortir un texte montrant qu'il est déviant pour la science de ne pas travailler avec la société. Vous imaginez le chemin, c'est 2 générations. 2 générations, c'est une vie, quoi. Et donc, vous pouvez imaginer la rigidité des pratiques. Moi, j'ai des étudiants et des étudiantes, Virginia, Aïcha, mais je leur explique qu'il faut faire comme quand j'avais 20 ans, c'était le bon temps. Donc ça fait 40 ans de trucs qui se grippent, quoi. Si vous faites ça plusieurs fois, mais vous voyez qu'il y a des mondes multiples qui existent dans les pratiques scientifiques. Mon histoire sur Aïcha et Virginia, c'était une farce, je suis à la pointe du progrès. Ok, donc vous voyez ça, et donc à un moment, je vais faire une présentation. Et il y aura 3 parties, et maintenant, ça va être vraiment le cœur de la présentation, après cette très longue introduction. Je vais d'abord essayer de vous dire aujourd'hui quels sont les chantiers prioritaires pour arrimer la science avec les questions sociétales dans le monde du climat. Et je veux toujours que vous ayez en tête, toutes ces histoires qu'on s'est racontées là, avant, sur le rôle de la science, dans l'absolu et dans la prise de décision, toutes ces histoires que j'ai racontées sur la nécessité de penser en termes de changement de paradigme sur la place de la science dans la société et l'existence d'inerties lourdes,
et que vous gardiez en tête que les défis climatiques sont des défis jeunes, pas des défis anciens, même s'ils sont plus anciens que la majorité des gens qui sont dans cette salle. Ok. Donc, d'abord, je vais vous parler des chantiers prioritaires, et ce sera court, parce que je suis assez au fait des chantiers prioritaires et j'ai un jugement très tranché sur la nature des chantiers prioritaires qui impliquent les sciences sociales et les sciences du climat, pour qu'elles et ils travaillent la main dans la main. Après, je vous présenterai des résultats du terrain, où on allait faire un jeu très amusant. On a pris des petits paquets de connaissances, on les a jetés dans la société, et puis, comme des petits détectives, on a suivi le chemin qu'ils faisaient et les effets qu'avaient ces connaissances sur la société. Au lieu de dire, on va donner des connaissances et vous allez améliorer votre comportement, on a pris des connaissances et on les a jetées en pâture, si vous voulez, et puis on les a suivis, on les a accompagnés, on a regardé comment les gens changeaient, ce qu'ils changeaient avec ces connaissances. Ça, ce seront les résultats que je vais vous présenter, et c'est le plus important, parce que je pense que c'est fondamental, si vous voulez vous engager dans la question du climat, de bien comprendre comment ces connaissances merveilleuses produites par la science du climat se déploient dans un monde réel. Et puis la troisième partie, c'est ce que j'appelle du grain à moudre, c'est un lieu d'atterrissage, vous verrez ça si jamais j'ai le temps. Ok, les chantiers prioritaires, il y en a 4. 4 qu'on lit dans la littérature. 4 chantiers prioritaires pour ce qui est de l'arrimage de la science, on va dire du climat ici, mais souvent de la science aussi, et de la société. Le premier chantier prioritaire, c'est un travail sur la place des productions scientifiques dans les représentations sociales et les perceptions. Beaucoup de gens nous disent, s'il y a une inaction climatique, c'est parce que they just don't get it. Ils ne comprennent pas. Leur représentation du monde, la façon dont ils voient le monde, leur perception, c'est un mot un peu maladroit, mais j'utilise parce que c'est le mot que les gens utilisent, mais les représentations sociales du monde qui entoure les gens ne laissent pas la place au changement climatique. Et souvent, les gens vont se dire, ça ne laisse pas la place parce que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas combien c'est catastrophique ce qui est. On va leur expliquer. Ça, c'est un premier chantier. C'est le chantier qui repose sur une hypothèse erronée, j'y reviendrai, du knowledge deficit, que le déficit de connaissances serait l'explication de l'inaction climatique. Et je reviendrai là-dessus et je vous dirai pourquoi c'est un chantier qui n'a aucun intérêt. Un second travail fondamental, qui est un peu différent, c'est de se demander comment le quotidien, notre quotidien, les histoires qu'on se raconte, le matin je me lève, il pleut, je mets mon manteau de pluie, je monte sur mon vélo, à misère, j'ai oublié mon pantalon de pluie, je remonte à l'appartement, etc. Comment toutes ces histoires du quotidien se mélangent avec des histoires prospectives que nous donne la science. Après-demain, tu ne porteras plus ton pantalon de pluie, mais ton petit short, car ce sera le 3e mois de sécheresse. Et comment est-ce qu'on fait, en fait, en tant qu'être humain, pour avoir à la fois des récits qui sont notre vie, qui nous portent, qui nous emmènent vers l'avant, et d'autres récits produits par des agents extérieurs qu'on appelle des chercheurs, qui sont des gens fantastiques, et qui viennent se mélanger avec ces récits du quotidien. Et ça, c'est un deuxième chantier, parce qu'on se demande souvent, mais si ils ne nous entendent pas, est-ce que c'est parce qu'à quelque part, le mélange se fait mal ? C'est assez logique. C'est pas, il faut expliquer, c'est que quelque part, il y a un mélange qui se fait mal. Une hybridation qui se fait mal. Le 4e chantier, c'est un travail très profond sur les interactions dynamiques entre incertitude, prise de décision et conséquences des décisions prises. Parce que souvent, on vit dans une illusion de certitude, mais il y a plein d'incertitudes. Et les incertitudes, ce sont des moments clés dans la vie humaine où on peut saisir des opportunités. Par exemple, s'il y a une incertitude sur le caractère carcinogène du tabac, si je suis producteur de cigarettes, je saisis cette incertitude pour vendre plus de cigarettes tant qu'on ne sait pas. Vous voyez, c'est simple. D'autres gens vont être plus prudents et arrêter de fumer. Mais les zones d'incertitude sont des zones où on a des bifurcations dans nos esprits humains. Je ne suis pas sûr que... Mets ta ceinture de sécurité. Ma génération, on est la première génération à avoir eu les ceintures de sécurité vers 14 ans. C'est assez facile, puisqu'il n'y a qu'une seule génération qui a eu les ceintures de sécurité obligatoires vers 14 ans. Eh bien, pour mes parents, c'était absurde les ceintures de sécurité. C'était une espèce d'imbécilité. Et d'ailleurs, ça allait faire des côtes cassées, des rates explosées, tout ça parce qu'il y avait des abrutis qui passaient à travers leur pare-brise et tout. Et donc, mais il y avait des incertitudes. C'est-à-dire que quand vous montez dans votre voiture,
vous n'y allez pas pour faire un accident, quoi. Et donc cette enveloppe d'incertitude fait que des gens divergent, des gens mettent la ceinture, des gens ne mettent pas la ceinture. Dans le changement climatique, c'est la même chose. Il fera plus chaud, il fera plus froid, il fera combien plus chaud, combien plus froid, etc. Et le monde a du mal à domestiquer ces incertitudes. Et donc ça, c'est un chantier où on voit qu'il y a plein d'allers-retours, et je vous en parlerai. Et finalement, il y a un quatrième chantier qui est assez simple et qui est très lié à cette idée des services climatiques, c'est d'aller chez les gens et dire de quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin comme information sur les futurs du climat pour les prises de décision qui vous concernent. Et donc d'essayer d'identifier, on va dire spécifier les variables météorologiques liées à des données climatiques moyennes, distribution, etc., pour essayer de se dire, mais de quoi avez-vous vraiment besoin? Comment peut-on produire une connaissance qui soit réellement utile pour vous? Je pense que c'est assez simple, ça. J'aimerais avoir plein de têtes qui hochent. Je ne connais pas les codes de la nuit debout, et donc quand tu fais ça, je ne sais pas. Ok, ça je connais. Les codes du Coca-Cola. Ok, donc 4 chantiers prioritaires, je pense que vous les avez en tête. C'est des questions que vous devriez vous poser. Eh bien, il y en a 2 que je désapprouve, alors hop. Le premier, la place des productions scientifiques dans les représentations sociales et les perceptions, c'est réglé. Nous savons aujourd'hui que les valeurs morales et les contraintes matérielles sur l'existence prennent le pas dans l'esprit des gens sur la connaissance. Et que si vous ne fournissez que de la connaissance, les questions morales et les questions de contraintes matérielles, les questions culturelles et de vie prennent le pas et rendent inaudibles certains discours. Et les mélanges, les exemples, ils sont infinis. Et la démonstration, elle a été faite qualitativement, Van der Linden 2017, mais elle a été faite par 1000 autres personnes, mais moi je connais mes papiers. Elle a été faite quantitativement récemment par Kahn, je dis récemment en 2011, ça va donner une idée de ma notion du temps. Et on sait aujourd'hui que les déterminants des perceptions, représentations sociales d'un objet comme le changement climatique sont liés à nos valeurs morales, sont liées aux contraintes matérielles de l'existence et pas du tout à la connaissance qu'on a. Et on a des dispositifs expérimentaux où on montre que des gens éduqués, connaissants, complètement capables de comprendre l'effet de serre et toutes ces affaires qui sont quand même un peu simplettes, ne sont incapables cognitivement d'accéder à ça parce qu'ils chargent cette question d'une question morale. Par exemple, toute ma vie, j'ai dessiné les plus beaux 4x4 qui soient. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux? Et c'est ma vie. J'ai investi là-dedans, tant et si bien que j'associe à cette production automobile le bien. Et vous venez avec une histoire qui transformerait mon bien en mal, eh bien c'est inaudible. Et on peut raconter plein d'histoires, dire que c'est des manipulateurs, des malhonnêtes, etc. Non, on a un dispositif expérimental où on se rend compte que c'est vraiment une question de bien et de mal. Et donc, il faut arriver à avoir une entrée par la morale et pas une entrée par la connaissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la connaissance à la poubelle, c'est super important de savoir et d'avoir les causalités. Mais c'est pas qu'éduquer ne sert à rien, c'est qu'éduquer ne suffit absolument pas. Les pays les plus progressistes sur le front climat aujourd'hui sont des pays qui travaillent sur les valeurs depuis l'école primaire. Les pays les moins performants travaillent sur les causalités depuis l'école primaire. Vous voyez la différence ? Et on peut se poser des questions sur chaque système éducatif. Le deuxième que je rejette là, avec une croix, c'est le travail d'identification des besoins en termes de spécification des variables météorologiques. C'est un travail très très important. Le premier, on peut discuter de son utilité parce qu'on a fait le tour de la question. Mais le dernier, un travail d'identification des besoins en termes de spécification des variables météorologiques, celui-là je le retire parce que ce n'est pas vraiment des sciences sociales et des sciences humaines. Je vais me faire agonir d'injures par le milliard de collègues en sciences sociales et humaines qui font ça. Mais c'est simplement pas une question de sciences sociales humaines, c'est une question de génie, de marketing, d'ingénierie, de marketing. C'est aller chez les gens. De quoi avez-vous besoin? On va travailler avec vous à établir les causalités météo du jour, activité économique, météo du jour, activité sociale. Et c'est en fait un travail d'ingénieur. C'est respectable, mais ce n'est pas vraiment ce que moi j'appelle les sciences sociales et les sciences humaines. Et je pourrais élaborer là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Et donc les 2 chantiers vraiment prioritaires qui restent et que j'ai envie de partager avec vous, c'est comment est-ce qu'on fait pour hybrider le récit du quotidien avec le récit scientifique de l'avenir désordonné. Ça, c'est le premier chantier que je pense qui est important, et bien plus de gens travaillent là-dessus.
Et le second chantier, c'est donc ce chantier sur les incertitudes, et j'y reviendrai brièvement. Est-ce que ça va? Est-ce que je dois changer de registre? Est-ce que je dois accélérer, ralentir, devenir plus technique, moins technique? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Pas d'avis? Je continue? Ok. Tant pis. Donc, une première série de résultats. Alors ça, c'est typiquement un projet où réellement nous nous sommes mis à disposition comme chercheurs, climatologues, sciences sociales, économistes. Il y avait tout un aéropage, des biologistes, et on s'est mis au service de petites communautés humaines en disant, voilà, nous venons avec un souci, c'est ce changement climatique, et une idée, nous allons mettre notre science à la disposition de vous, à votre disposition, pour créer ce portefeuille de connaissances dont vous pourriez avoir besoin face au changement climatique. Mais on va faire ça avec vous et pour vous. On ne va pas faire ça du haut en disant « nous savons et vous avez besoin de mettre une digue ici ». Non, on va faire ça avec vous et pour vous. Et il y avait un twist là-dedans, c'est que c'est un projet auquel j'étais vraiment fort impliqué. L'idée, c'était de suivre ce processus pour comprendre où est-ce que ça bloquait, où est-ce que ça se passait. Comment est-ce que les gens recevaient notre discours scientifique alors qu'ils avaient un quotidien fait de tout ce qui sont notre quotidien, que vous soyez pêcheur, cycliste ou enseignant-chercheur. On a donc eu une hypothèse qui a été de dire qu'en fait, notre recherche, la recherche internationale, eh bien, c'est son déploiement dans les communautés locales. Ici, on travaille sur la côte, mais ce n'est pas très intéressant. Et c'est son déploiement qui ne marche pas, mais il ne marche pas parce que les gens sont ignorants, qu'ils ne comprennent pas, etc. Il ne marche pas, point, comme ce que je vous ai déjà dit. Et donc, l'idée, c'est de voir comment des liens peuvent être établis, etc. Et un bazar pareil, ça demande d'aller à beaucoup d'endroits différents pour à la fois capturer la diversité humaine, qui n'est pas réductible, mais l'espoir de trouver aussi des régularités. Parce qu'on est constamment en tension. Hein. L'humain est un. L'humain est pluriel. Je pense que c'est quelque chose que votre salle doit savoir. Et donc, quand on veut comprendre ce qui se passe à l'échelle de l'humain, parce que le changement climatique, c'est quand même à l'échelle de l'humanité, on a besoin de beaucoup de sites pour essayer de, à la fois, montrer du respect pour la différence et espérer, par le dialogue et la conversation, trouver des régularités. Et des régularités, on en a trouvé. Et c'est ça qui est, j'espère, fantastique, et j'espère que j'espère que j'arriverai à communiquer ça clairement. Premier cas de figure qu'on a trouvé, donc vous voyez, les 3 flèches indiquent les lieux où ça se passe. Un premier lieu, c'est la rade de Brest et le bassin versant de l'Elorn, je pense. Le second, c'est la plage de Mbour, enfin la petite côte, et la plage port de pêche de Mbour au Sénégal. Et le troisième lieu, c'est au Kerala, une série de communautés de pêcheurs qui travaillent sur une zone bordière. Et là, on s'est rendu compte, et je vous donnerai l'exemple explicite après, hein, comment ça se passe mécaniquement, que notre présence de chercheurs avait généré une espèce de dynamique de kidnapping symbolique où les gens nous ont utilisé notre connaissance ont injecté ça dans des rapports de force préexistants pour essayer de trouver une résolution à un conflit qui n'avait parfois rien à voir avec le changement climatique, parfois à voir avec le changement climatique. Et donc, le discours scientifique s'hybridait avec le discours local pour permettre à des gens de poursuivre leurs intérêts propres, prioritaires, sans lien très raisonnable avec le genre de science que nous produisions. Un exemple assez simple, nous voulions, avec les communautés qui travaillent à la pêche dans la rade de Brest, on s'intéressait aux questions des pics de pollution liés, on appelle ça les algues vertes, mais là c'est plutôt des floraisons un peu sauvages. Et donc, on s'est dit, on va venir avec tout un bagage scientifique et on va scénariser les épisodes de pollution pour les 50 prochaines années en fonction du changement climatique. Alors, c'est super, hein, c'est super utile. Vous imaginez, on va pouvoir mieux savoir ce qui se passe en matière de pollution de la rade de Brest les 50 prochaines années. Mais si on s'arrête un instant et qu'on réfléchit, on se rend compte que si on veut réellement penser l'évolution de la rade de Brest et les bassins versants de l'Elorn, et j'ai oublié le nom de l'autre rivière, mais c'est pas grave,
si on veut vraiment penser ça à 50 ans, on doit aussi pouvoir envisager pas seulement une évolution du climat, mais une évolution de l'utilisation des terres par le monde agricole. Parce que c'est une donnée fondamentale dans les dynamiques de pollution. Il n'y a pas que la température de l'eau accélère les épisodes de pollution, mais il y a aussi la question de l'utilisation des terres. Et donc nous voilà allant vers des groupes d'acteurs et disant on va faire nos scénarios sur l'avenir et on va croiser des scénarios démographiques, des scénarios d'utilisation des terres et des scénarios de température. Eh bien, il a fallu 3 jours pour que nous recevions copie d'une lettre à la préfecture envoyée par la FNSEA disant que les gens dérangés souhaitaient envisager une révision de l'utilisation des terres en Bretagne et que c'était un discours inacceptable pour la FNSEA d'envisager un changement d'utilisation des terres en Bretagne et que ce genre de discours ne devait jamais recevoir le soutien d'aucun des acteurs en présence. Donc, la question, elle est de bonne foi, et puis la lettre, j'ai une copie, je peux prouver, mais simplement, ça ne m'intéresse pas, moi, en fait, les rapports de forces locaux, moi, voilà, des algues vertes, etc., moi, je suis tranquillou, je ne vais pas là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est que cette arrivée de connaissances est venue titiller un rapport de force qui existait et qui s'est senti déstabilisé, menacé. Et à ce moment-là, des acteurs ont immédiatement réagi pour dire « Hey, allez jouer ailleurs, les enfants. Votre histoire de climat qui change, là, s'il faut le mélanger avec des histoires d'utilisation du sol, ça ne va pas le faire. Parce que d'autres gens, nos ennemis, parlent de la même chose. » Et donc, ça a fait pchit. Après, je peux aller en détail, mais aujourd'hui, je ne fais pas un truc sur les détails. Ça a fait pchit, on a travaillé sur des scénarios de température de rivière, etc., mais des scénarios de mauvaise qualité, parce que si on ne travaille pas à l'utilisation des sols en même temps, on ne s'en sort pas. Ce n'est pas logique. Et notre intention n'était pas de menacer le modèle productiviste de l'agriculture en Bretagne. C'est pas ça qu'on venait faire, quoi. On venait simplement essayer d'imaginer un avenir avec des récits scientifiques et non scientifiques hybridés. Eh bien, certains des récits non scientifiques n'étaient pas hybridables. En fait, je vous disais au début, les valeurs comptent. Mais oui, les valeurs portées par un groupe comme la FNSEA sont non négociables. Peu importe qu'on les juge positivement ou négativement, je m'en fiche. Moi, ce n'est pas mon travail ici de juger la FNSEA. Simplement, les valeurs que porte ce collectif ne sont pas compatibles avec certaines pratiques. Et savoir si plus tard l'eau sera chaude ou froide, ils s'en fichent. Parce que ce qui était menacé, c'est les valeurs qu'ils portent, valeurs économiques, valeurs morales, pas la connaissance. Peu importe. Surtout, commencez pas à être fâchés sur eux. C'est compliqué, hein, c'est pas ça la question. Au Kerala, malheureusement, il y a dans la salle des gens qui ont déjà entendu l'histoire. Donc, il y a des scientifiques qui arrivent, des collègues indiens, tout ça, je ne fais pas ça tout seul, je ne cours pas à travers du monde, j'ai plein de collègues qui travaillent avec moi, c'est très amusant. Donc, au Kerala, en Bretagne, c'était des collègues bretons, au Kerala, c'était des collègues indiens qui ont commencé à explorer ce qui se passait sur le terrain côtier sous changement climatique avec menace d'élévation des niveaux marins. Et ils voient un mouvement en 2 temps. Alors là, c'est la science du climat, mais qui n'arrive pas par notre biais, qui arrive par le biais du monde. Et le mouvement en 2 temps, je peux le documenter par de l'imagerie satellitaire, c'est celui-ci. Et attention, la mer monte, c'est un discours important, il y a le changement climatique, et donc il y a une série de villages à qui on demande de reculer. Cessez d'être à la côte, cessez de vous installer à la côte, cessez d'essayer d'installer des séchoirs à poissons, des ceci, des cela, reculez. Le temps numéro 1. Temps numéro 2, un fonds souverain des Émirats arabes installe une zone franche et une raffinerie sur les terres qui ont été libérées. Et donc là, c'est un peu frustrant, quoi, parce que... Mais c'est de nouveau le même genre de mécanisme. Moi, c'est pas du tout... Je suis pas parano, hein, c'est juste que nos études de cas, là, étaient comme ça. Je n'ai pas mon téléphone avec moi, je n'ai aucune idée du temps qui passe. Et si vous étiez, par exemple, mes enfants, vous sauriez que je peux continuer à parler pendant 12 heures. Donc, il faut me prévenir quand il reste peut-être 30 minutes. Avec 30 minutes de questions, donc 1 heure. Donc, de nouveau, le discours climat arrive et un acteur en position de force s'en empare pour créer le mouvement foncier qui lui permet de faire usine et raffinerie avec une rationalité en 2 temps. Et donc, grande prudence, en fait, le discours scientifique qui se déploie, je ne dis pas que c'est toujours sinistre, j'ai plein de belles histoires à vous raconter, je commence par les vilaines pour que les jolies restent à la fin.
Mais vous voyez comme c'est absurde, en fait. C'est absurde. Et, enfin, je ne vais pas aller en détail dans les études de cas, je pense que vous avez compris le principe. Je vais juste aller en détail dans la troisième étude de cas, celle de la petite côte. Alors ici, vous voyez une scène de rivage. Ces deux jeunes piroguiers sont responsables du filet dont vous voyez les petits flotteurs là derrière. Donc ils vont faire un espèce de grand piège avec un filet, et puis des gens un peu costauds comme moi vont tirer le filet à la côte, à plusieurs, et ramener le poisson sur la plage, et on va prendre le poisson. Voilà. Donc Mbour, c'est le centre cosmique de la pêche au Sénégal, et il y a une pratique de rivage, il y a une pratique côtière, et il y a une pratique hauturière, un peu comme dans tous les endroits où on fait de la pêche dans le monde. Et quand on a commencé à travailler sur le terrain, nous sommes dirigés vers différents groupes d'acteurs et des associations de pêcheurs. Pour donc toujours cette idée, on va à la rencontre des gens, nous sommes une tripotée de scientifiques, genre pieds nickelés, quoi, et on veut se mettre au service de ces gens qui ont des défis, qu'on imagine être des défis climatiques, mais vous avez vu que les deux premiers défis, ce n'était pas du tout climatique. Hein. Un défi, c'est un défi de rapport de force entre un modèle productiviste et un non productiviste, et le deuxième défi, c'est un rapport de force sur du foncier rare au Kerala. Donc nous, je ne vois pas ce qu'on peut apporter là-dedans, à part du désordre, ce que je pense avoir montré. Donc là, on est au Sénégal, et on va voir les associations de pêcheurs, et le problème prioritaire pour les responsables d'associations de pêcheurs, c'est les jeunes capitaines compétents qui prennent des grandes pirogues, embarquent 20, 30 personnes, remontent la côte de Mauritanie pour atterrir en Espagne. C'est donc pas un problème de pêche, c'est un problème de famille cassée. C'est un problème qui, moi, me fait pleurer chaque fois que je le raconte, mais les gens qui me connaissent savent que je pleure tout le temps, donc ils ne sont pas inquiets, les autres, tant pis, c'est pour votre pomme. Et c'est des problèmes de famille cassée, c'est des problèmes de mamans qui ne reverront plus leur fils, de papas qui ne reverront plus leur fils, d'enfants jeunes et vigoureux qui auraient pu être productifs là où ils vivent, qui se retrouvent incarcérés dans des conditions odieuses en Europe. C'est ça leur problème. Donc c'est un problème, je n'ai pas prise là-dessus, hein. Nous savons tous combien c'est un problème d'une complexité folle, politique, humaine. Ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, surtout quand je raconte l'histoire des papas et des mamans. Et donc, c'est vraiment... Donc on dit, ok, oui, d'accord, mais vous savez, nous, c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est un peu ce qui se passe ici, de venir voir. Mais le président de l'association de pêcheurs, il dit, oui, je comprends. Mais vous comprenez pas, en fait, s'ils partent, c'est parce qu'il n'y a plus de poissons à débarquer. Ces capitaines, ces garçons d'équipage compétents qui s'en vont, ils s'en vont parce qu'ils sont plus capables de gagner leur vie ici. Et donc, aidez-nous à comprendre, aidez-nous, c'est pas le mot, excusez-moi, travaillons ensemble à comprendre pourquoi il n'y a plus de poissons ici. Ça vous va? C'est pas mal, hein? C'est mieux que de devoir courir le long de la côte de Mauritanie en disant arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donc, on travaille à ça et on trouve de mémoire 4 explications. Okay, 4 explications potentielles pour lesquelles les débarquements de poissons sur la plage de Mbour ne permettent plus de faire vivre ce qui a été un des secteurs les plus riches du Sénégal après l'effondrement de l'Arachide. 4 explications. Première explication, il y a une surpêche étrangère à la frontière de la zone économique exclusive sénégalaise, et c'est des gens qui rentrent souvent à l'intérieur de la zone économique exclusive sénégalaise, et donc il y a une surpêche étrangère et le poisson n'arrive plus pour les pêcheurs sénégalais. Ça vous semble OK comme explication? Oh bah oui, enfin, la situation, elle n'est pas chouette, mais ça se comprend. Deuxième explication, les mangroves, le long de la petite côte, ont été tellement surexploités que leur rôle de frayère, c'est-à-dire d'endroit où les poissons se produisent et où les bébés grandissent avant de repartir en mer se faire pêcher, les frayères ne fonctionnent plus écologiquement. Et donc, il n'y a plus cette injection de nouvelles populations de poissons là. Et donc, deuxième explication, vous voyez qu'elle est très différente. C'est toujours un problème de poisson, puisque je parle de poisson, mais c'est très différent. Troisième explication, c'est le changement climatique. Mais oui, parce que les températures de surface changeant, j'y reviendrai plus tard, eh bien le poisson se déplace
Et les poissons rentables qu'ils avaient l'habitude de débarquer ne sont simplement plus là, parce que le climat change. Et en fer, j'ai oublié la 4e explication. Mais donc, on a 4 explications. Je vous promets qu'il y en a 4, mais que j'en ai oublié une, mais ce n'est pas grave. Elles sont tout aussi raisonnables, tout aussi rationnelles, tout aussi convaincantes. Et il faut choisir. Eh bien, la seule façon de choisir, pour nous, avec notre vision occidentale, c'est de faire de la science. On va chercher, on va regarder si c'est la surpêche étrangère, on va regarder si c'est le changement climatique, on va regarder si vraiment les frayères ont cessé de fonctionner. C'est énorme comme travail. Et le temps qu'on en discute, on voit émerger un discours. Je te passe le suivant. Ou bien c'est la machine qui en a marre. Et donc, est-ce que c'est les frayères qui sont en panne? Ou est-ce que c'est la surpêche étrangère? Ou est-ce que c'est le changement climatique? Ou est-ce que c'est la 4e explication mystérieuse? Et petit à petit, un discours émerge, un discours unique, c'est le changement climatique. Et nous, on est un peu baba, parce qu'il n'y a aucune raison rationnelle pour ça. Et donc on creuse avec les acteurs. On dit, mais pourquoi le changement climatique? Et petit à petit émerge une réalité tout à fait intéressante, c'est que le changement climatique, c'est moins d'ennui pour tout le monde. Parce que lutter contre la surpêche étrangère, c'est dur, c'est physique. Prenez votre pirogue et vous embarquez sur un bateau de pêche étrangère. Vous kidnappez le capitaine coréen, vous le ramenez à la côte, vous l'enfermez dans votre maison. La gendarmerie sénégalaise arrive, elle casse votre porte, elle vous emmène. C'est dur, histoire vraie, hein? C'est dur. Les mangroves, ça veut dire aller se battre contre les femmes qui chaque jour vont récolter un peu de bois pour le feu, quelques coquillages en creusant. Ça veut dire mettre du désordre dans des structures familiales, des machins. Le changement climatique, c'est la faute aux autres. Ça vient de dehors et il y a un fond d'adaptation. Bingo, on peut en même temps expliquer ça avec quelque chose qui n'engage pas de désordre chez nous et qui va peut-être créer un influx d'argent vers les bénéficiaires historiques de l'aide au développement. Je parle d'aucune méchanceté, il n'y a aucun jugement moral dans ce que je raconte. Il y a simplement l'observation qu'un énoncé scientifique, le climat change, essayons de voir ce qu'on peut faire et quels sont vos défis, est transformé en un énoncé politique, comme dans les 2 autres cas. J'ai été beaucoup plus long sur le Sénégal parce que c'est un terrain pour lequel j'ai plus d'appétence et je trouve le récit beau et je trouve les défis importants, le défi de la migration vers l'Europe quand elle n'est pas choisie. Mais fondamentalement, c'est les mêmes dynamiques. Donc ne vous imaginez pas que j'ai un jugement plus négatif sur l'une ou sur l'autre. C'est simplement, je vous disais, nous voulons savoir comment le discours scientifique vient s'hybrider avec le discours du quotidien. Eh bien, un cas de figure, il s'hybride en étant instrumentalisé par des politiques qui n'ont rien à faire du fond. Rien. Vrai, pas vrai, pas intéressant. C'est aujourd'hui, maintenant, le pouvoir que j'arrive à exercer sur les territoires où j'agis qui compte. Combien de temps, Jeanne, s'il te plaît? Wow. Alors, j'espère que vous n'avez pas de rendez-vous ce soir. Une autre figure de cas, une autre figure de la science vient et fait quelque chose de chouette. Tout d'un coup, les gens comprennent comment leur existence aujourd'hui s'inscrit dans un quotidien, ancré dans un passé et avec un avenir possible. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Hein. C'est le genre de travail qui nous rassure, qui nous fait ça. Et ça s'est passé au Nouveau-Brunswick. Une des études de cas, c'est une communauté côtière au Nouveau-Brunswick qui s'appelle Cockaigne, le Nouveau-Brunswick étant une province du Canada, une petite province du Canada que tout le monde ne connaît pas. Cela s'est passé à Tixi, c'est-à-dire une ville bordière historiquement soviétique de la mer de Laptev dans le Grand Nord sibérien. Et ça s'est passé à Kanyakumari, c'est-à-dire la commune, le district qui est à la toute pointe de l'Inde et où les 3 mers se rencontrent, le golfe du Bengale, l'océan Indien et peut-être l'Atlantique Sud de mémoire. Vous imaginez que la pointe de l'Inde, c'est un endroit magique pour la pêche. Vous avez accès à mer d'Arabie d'un côté, golfe du Bengale et océan Indien, oui, et océan Indien en bas, pas Atlantique Sud, voilà. Donc dans ces endroits-là, eh bien,
les gens ont connecté les choses, et je n'ai pas le temps de vous raconter les 3 histoires en détail, donc je vais vous raconter seulement celle-ci. Oui. Moi, vous finirez par le savoir, j'ai 58 ans, j'ai des enfants, et donc les histoires de papa et de maman et tout ça, j'aime vraiment bien. Jusqu'à ce que j'arrive aux histoires de grand-papa et de grand-maman, j'aimerais bien aussi. Mais ça, c'est un papa. Et ce papa, il regarde l'horizon. Et il regarde l'horizon parce que, je vais de nouveau être ému, excusez-moi, son fils est parti pour une campagne longue en mer. Son fils est un pêcheur semi-hauturier. Et son fils ne reviendra peut-être pas, et c'est nouveau. Ça fait des années, lui, quand il était pêcheur, il revenait des campagnes en mer. Il partait 3 jours, 4 jours, 5 jours, et il y avait un ticket retour. Je veux dire un ticket retour, façon de parler, il revenait. Aujourd'hui, sur ce terrain d'enquête, aujourd'hui quand nous y étions, les enfants embarqués sur des bateaux, des enfants parfois de mon âge, c'est pas important, revenaient pas. Et ils ne revenaient pas. Pourquoi ? Parce que la vigueur des tempêtes, c'est des pêcheurs qui suivent des poissons pélagiques. Des poissons pélagiques, c'est des poissons qui ne sont pas au fond, ils nagent comme ça à la surface, ils font des trucs, et on les poursuit avec notre bateau. Eh bien, ils vont loin, ils rencontrent des tempêtes trop grosses pour les bateaux qui sont conçus dans une tradition. Ces tempêtes sont trop grosses, le bateau est détruit, il coule. Et donc, il y a quelque chose qui change à Kanyakumari, donc sur cette petite pointe-là, où il y a les 3 mers, les 3 océans, le Golfe, la mer et l'océan qui se rencontrent. Et ça ne change pas que pour les pêcheurs semi-hauturiers, ça change pour les pêcheurs hauturiers. Aujourd'hui, à l'époque où nous sommes là, il y a une série de pêcheurs hauturiers du Tamil Nadu qui sont incarcérés en Iran, en Russie, j'ai oublié le nom du pays, et j'ai oublié le nom du pays. Il y a 4 pays d'incarcération loin. Les pêcheurs hauturiers du Tamil Nadu ont des ennuis, ils ne reviennent pas seulement parce qu'ils meurent en mer, mais parce qu'ils sont enfermés. Et on commence à travailler avec un activiste des pêches, un père sans paroisse, qui est un père catholique au service de la communauté des gens de la mer, et on se rend compte que même les pêcheurs côtiers ne rentrent plus. Et ils ne rentrent plus, non pas parce qu'ils meurent en mer ou parce qu'ils sont incarcérés en Iran, en Russie ou au Sri Lanka, j'en ai 3, j'arriverai au 4e, ils ne rentrent plus parce que, comme pêcheurs côtiers, ils sautent de petit port en petit port et ils arrivent dans des petits ports où les gens leur cassent la figure dans des proportions phénoménales. Et donc, ils sont tout cassés et ils ne rentrent pas à la maison. Et donc, on a une espèce de crise de la pêche et on dit « Ok, c'est ça votre problème, on va y travailler. » Mais rappelez-vous, nous, c'est changement climatique. Et donc, on travaille avec Father Churchill, il s'appelait le père Churchill. Et on commence à essayer de comprendre pourquoi l'État ne protège plus les pêcheurs de cette communauté, qui est une communauté assez connue. Et on se rend compte que pour les hauts fonctionnaires, quel que soit le ministère, soit de l'État, soit de ministère fédéral concerné, les problèmes des pêcheurs côtiers, semi-hauturiers et hauturiers ne les concernent pas parce qu'ils peuvent tracer chacun des comportements à ce qu'ils considèrent être une déviance. S'ils sont incarcérés en Russie et en Iran, ou au Sri Lanka, c'est un peu plus facile au Sri Lanka, c'est parce qu'ils se sont mis à pêcher à l'intérieur des eaux territoriales de ces pays. Ils se sont fait prendre, ils se sont fait mettre en prison, ils avaient qu'à pêcher chez eux. Et donc, c'est pas au ministère des Affaires étrangères d'aller négocier la libération de délinquants indiens en Iran. Et donc, ils ne s'en occupent pas. Point. Les pêcheurs semi-hauturiers, s'ils partent si loin en mer, c'est parce qu'ils veulent toujours remplir plus leur bateau. Et ils ont qu'à être raisonnables et rester prêts, rester à 3 jours, pas à 6 jours, et pas aller là où la mer est trop forte pour leur bateau. Donc, ils font le lit dans lequel ils se couchent, le gouvernement n'a pas à intervenir. Et les pêcheurs côtiers, en fait, s'ils se font casser la gueule, la figure, ou je ne sais pas comment dire ça dans un français élégant, s'ils se font frapper dessus, c'est parce qu'ils pêchent dans des endroits où ils sont de moins en moins connus. Vous imaginez, vous avez un bateau de pêche côtière, vous pêchez un petit peu, vous connaissez vos voisins, les voisins de vos voisins, les voisins de vos voisins. Mais si vous allez trop loin, je sais pas, moi, c'est un peu comme si vous habitiez à Marseille et que tout d'un coup, vous vous retrouviez à rentrer avec votre bateau de pêche à l'Orient. Ça le fait pas. Les gens de l'Orient, ils vont vous regarder comme ça avec votre scène à thon rouge ou Dieu sait quoi, ça marche pas, quoi. Et donc, ils arrivent dans un endroit,
ça ne le fait pas, et donc ils sont mal accueillis, ça fait des bagarres, ça fait de l'alcool, il y a un problème de drogue aussi pour tenir au travail. Et donc, voilà. Donc c'est de leur faute, l'État n'intervient pas. Et donc, bon, je vous passe les détails, c'est des projets longs, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de collègues. Moi, je reste ici et là et je regarde. Et donc, on organise un atelier sur la science des choses qui touchent la pêche, ok, y compris le climat, vu que nous, on s'intéresse au climat. Et pendant cet atelier, il y a Father Churchill qui est là et qui écoute tout le boniment des scientifiques. Donc, on fait ce travail d'hybridation, hein, techniquement, c'est ça. On essaye de faire se rencontrer des discours pour les rendre utiles, se nourrir l'un à l'autre. Et il y a un climatologue assez connu qui s'appelle Anand Kumar, qui a des responsabilités importantes à Goa, dans un centre de recherche climat-météo indien, qui présente des diapositives. Et sur ces diapositives sont représentées en couleur rouge les poches d'eau à haute température de surface. Okay, c'est tout. Et il montre l'évolution interannuelle, la variabilité interannuelle des zones de température chaude. Vous me suivez? Vous imaginez une carte de l'Inde et vous voyez des taches rouges qui se baladent avec des années. Et Father Churchill, il regarde ça et il dit, mais regardez, les pêcheurs semi-hauturiers, s'ils vont loin, c'est parce que les températures de surface, les températures de surface hautes sont en train de s'éloigner de la côte et les poissons pélagiques, ils suivent ces zones d'eau chaude. Et puis, on regarde des diapositives, vous imaginez l'Inde comme ça, vous voyez le golfe du Bengale, pour vous, c'est là, vous voyez le golfe du Bengale comme ça, et on voit des températures chaudes qui remontent le long du golfe du Bengale. Et puis, on voit la mer d'Arabie, hein, l'Iran, là-bas, loin, et on voit des températures d'eau chaude. Et Father Churchill, il dit, mais voilà l'explication. C'est le changement climatique. Et le climatologue, il n'a pas dit ça. Hein. Il montrait juste des données d'évolution. Il y a de la variabilité là-dedans, ça ne nous dit pas une vérité. Mais Father Churchill, c'est ce qu'il a vu. Il a vu l'explication de pourquoi ces ouailles, ces pêcheurs, partaient loin. Et il a pris ça et il a commencé à aller dans chaque agence gouvernementale. Et il a dit, vous dites que nos pêcheurs sont imprudents, moi je vous dis qu'ils ne sont pas imprudents, ils n'ont plus de choix à cause du changement climatique. Et j'ai vu une présentation d'Anand Kumar qui montrait que les taches rouges. Et petit à petit, la dynamique politique change. Et donc c'est génial, mais ce n'est pas robuste scientifiquement. Ça a un effet sur le monde, mais c'est un espèce d'effet heureux. Et vous pourriez aimer une conclusion à ce sujet, mais je ne vous en donnerai pas, parce que je ne sais pas quoi faire de ça. En même temps, je sais que les causalités invoquées par Father Churchill ne sont pas nécessairement précisément vraies. Mais je sais par ailleurs que l'hybridation du discours scientifique sur ces températures de surface et de la situation politique, la marginalisation des pêcheurs de Kanyakumari, cette combinaison hybridée a permis de résoudre une question. Et donc, c'est assez interpellant. Ça vous va ou pas? Je peux aussi donner des conclusions, mais elles sont dures. Et puis, troisième cas de figure, il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est pas grave, la deuxième, troisième et cinquième partie de l'exposé vont passer à la trappe. Troisième cas de figure, les gens s'en fichent complètement. On vient faire notre science, ils sont polis. Ils nous disent « Ah ouais, sympa, on cause avec vous, etc. » Ici, c'est un exemple, on travaillait sur les inondations à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Donc, inondations sous un climat changeant, donc je mets une photo vietnamienne. Vous avez compris, les photos sont liées chaque fois aux choses dont je parle. Eh bien, en fait, les gens, ça ne les intéresse pas trop, nos affaires. Ils sont gentils, ils sont polis. Et il y a plein d'explications culturelles pour ça. D'abord, réduire les incertitudes, ça ne les intéresse pas trop. Ils préfèrent y faire face, cas du Groenland. Et puis ici, réduire les incertitudes, ça ne les intéresse pas trop non plus parce que les dynamiques foncières sont telles que c'est hors sujet. Il y a une rente foncière à capturer à Ho Chi Minh Ville, c'est une ville qui grandit. Et nos histoires d'inondation, de changement climatique, on verra après. On va faire des plans d'aménagement du territoire avant d'imaginer ce que sera la ville sous un climat changeant. C'est pas grave, on n'est pas intéressant. La science a servi par un jeu d'alliance précisé ou définir des rapports de force. Premier cas de figure, par un jeu interprétatif, créer du sens, de la signification à partir du quotidien, mais sans nécessairement que ce soit scientifiquement robuste, n'oubliez pas. Je ne vous ai pas donné les deux autres exemples. Et, ou bien, ça n'a pas vraiment servi. Enfin, ça a servi, mais bizarre. Alors, c'est très très important que beaucoup de gens, quand je raconte ça, ils ricanent,
comme si notre vie de professionnel scientifique ne servait à rien. C'est pas du tout pessimiste comme résultat. C'est un résultat magnifique, c'est des résultats magnifiques, ça montre où sont les malentendus, où est-ce qu'on doit travailler, combien de temps on doit donner à cette dynamique, combien de chercheurs en sciences sociales on doit embaucher pour étudier chaque situation avec soin. C'est pas déficit, simplement c'est là pour déficit, c'est là pour montrer que en fait, la science, le changement climatique, ça a des effets sur nos comportements, sur le monde. Mais ce ne sont pas des effets qui s'inscrivent dans des causalités simplettes. Je connais, je vais faire mieux. Il n'y a qu'à voir tous les fumeurs qu'il y a sur la planète et les gens qui font du vélo sans casque à Paris. C'est pas parce qu'on sait qu'on fait bien, on fait bien parce qu'on sait et parce qu'on pense que moralement c'est défendable et parce qu'on trouve ça pratique. Et puis on commence à raconter notre quotidien avec sa charge morale et la charge causale de ce quotidien, et on le mélange avec ce que la science nous dit ou ce que les connaissances des ingénieurs, les connaissances robustes nous disent. Et ça a des effets, et ces effets doivent être documentés, pensés, travaillés, et c'est vachement chouette parce qu'on a un chemin. Alors, comme j'ai plus de temps, je peux m'arrêter là. Je suis triste parce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà entendu cette première partie, mais pas la deuxième, mais c'est la vie. C'était 5 autres études de cas, des études de cas européennes, où j'arrivais à démontrer que l'information climatique, en fait, était intimement liée à des échelles temporelles qui sont très différentes dans l'esprit des gens que les échelles temporelles que nous autres scientifiques utilisons. Je vais aller très vite. Dordrecht, le temps long Dordrecht qui est dans l'eau, aux Pays-Bas, des demandes de services climatiques sur les vagues de chaleur, alors que leur problème, c'est l'inondation, quoi. Et donc, il y a une espèce de tension, parce que les gens, dans leur quotidien, le temps inondation, ça ne les intéresse pas trop. Le temps vague de chaleur les effraie terriblement. Ce sont des Hollandais, beaucoup de sang hollandais, donc je peux m'en moquer. Bergen, une ville où les gens parlent de pluie en permanence et où météo et climat sont part de l'identité culturelle fondamentale. Mais avec le changement climatique, il y a des choses qui changent. Et bien, leur identité culturelle est en train de shifter aussi, c'est aujourd'hui documenté, entre Bergen, la ville de la pluie, et Bergen, la ville du climat qui change. Et on voit ça apparaître dans les récits des gens, mais je ne peux pas aller en détail parce que je voudrais que vous puissiez poser du golfe du Morbihan. Vous connaissez tous. Ah là là, que c'est triste d'être très mal préparé et d'avoir plein de belles choses à montrer alors qu'on n'a pas le temps. Donc, une dernière étude de cas, Kérourien à Brest, qui était l'étude de cas la plus difficile dans le cadre de ce projet-là, où nous sommes allés vers un développement urbain, comment on appelle ça ? Un endroit où il y a des barres d'immeubles, où il y avait un problème de criminalité lourde, mais aussi un problème d'interaction lourde avec la météo et l'humidité à l'intérieur de logements sociaux mal isolés. Donc il y avait une dimension météo-climat et une dimension difficile criminalité. On a essayé de retravailler avec les gens, à travers leurs récits, en leur donnant des éléments du climat, mais aussi des éléments de leur vie, et essayer de voir comment ces choses pouvaient s'agencer. Et si vous me demandez, à la fin, je vous dirai avec quel résultat, mais c'était absolument fantastique. Voilà. Je ne pourrai pas tout vous raconter de ces études de cas-là, mais je termine vite. Alors, je vais terminer avec 2 choses, et j'espère que je ne vais pas vous perdre. Toutes ces études de cas, ça nous a montré 2 résultats vraiment très très importants, que je vais juste partager avec vous maintenant. Le premier résultat, c'est que si on veut que la science, et la science en général, et la science du climat en particulier, se déploie, et je ne vais pas dire se déploie dans la société, mais se déploie dans les récits qui font sens pour les gens qui doivent poser des actes, eh bien si on veut ça, on a vraiment intérêt à travailler très très tôt avec les gens. Très tôt. Je me souviens de débats homériques il y a 10 ans avec quelqu'un qui faisait de la modélisation qui disait « Mais Jean-Paul, tu veux quand même pas qu'on mette un citoyen derrière moi quand je suis à l'ordinateur en train d'écrire mes codes ?» Et ma réponse c'était « Oui, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait des histoires, et tout ce qui sera fait en isolation disqualifiera une partie de la connaissance qu'on produit. » Et c'est très vache, parce que c'est pas comme ça qu'on fait de la science d'habitude. Vous avez vu le petit problème du début. La science
qui travaille par elle-même ou la trans qui travaille avec la société, c'est une vraie tension dans nos affaires. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que travailler avec les gens, c'était pragmatique parce qu'ils nous écoutaient mieux, les discours s'hybridaient mieux, mais ce n'était pas que pragmatique, c'était aussi éthique. Ça nous permettait de faire des valeurs morales qu'ils exprimaient, le guide, pas de leurs problèmes pratiques. T'as chaud, t'as froid, tu veux des fleurs ou pas, mais les questions morales, les questions de leur quotidien, comment ils vont manger, comment ils vont interagir avec l'autre, comment ils vont interagir dans l'étude de cas que je vous ai montré où il y avait les dames qui parlaient avec l'autre, le migrant, qui vient dans ce même logement, sous un climat changeant, où tout est plus dur. Comment mettre les questions morales et les questions pragmatiques ensemble en faisant une science différente. Et donc, on développe pour l'instant une idée de transdisciplinarité, c'est-à-dire une science qui est réellement conduite avec les gens et avec leurs connaissances, et en se libérant. Et dans ce cadre que j'ai essayé de partager avec vous, un peu maladroitement en accéléré là, et en faisant pas tout, eh bien, c'est hybrider les récits, accepter de faire de leur quotidien et de leur représentation fausse une partie de qui nous sommes, comme chercheurs, et c'est pas obligatoire pour tout le monde, rassurez-vous les chercheurs dans la salle, et que eux fassent partie de nos récits, fassent leur partie de nos récits. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'on se rend compte que cette pratique scientifique, eh bien, c'est une espèce de posture éthique, une éthique de l'efficacité, puisque cette transformation des pratiques sera mieux, mais aussi une éthique du respect, parce que somme toute, c'est pas à nous de fixer les priorités des gens, c'est peut-être à nous d'être à l'écoute de leurs priorités, même si le changement climatique est une super, hyper importante priorité. Ça va ? Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous qui sort de ces résultats, c'est que lorsqu'on vient travailler à faire cette hybridation avec des récits scientifiques qui sont supposés réduire des incertitudes et des récits du quotidien qui sont chargés d'incertitudes sur l'avenir, eh bien, on a vu apparaître des monstres. Et le premier monstre, c'est celui qui est à gauche, qui est le monstre polycéphale. On s'est rendu compte que lorsque l'on réduisait une incertitude, par exemple, on avait une projection climatique qui nous montre que l'érosion du trait de côte va s'accélérer terriblement à cause du changement climatique et donc il faut reculer le village, on coupe la tête de l'incertitude climatique ou de l'incertitude sur l'érosion et apparaît une nouvelle incertitude, une incertitude juridique. Comment fait-on pour exproprier des gens, les déplacer, etc. Il faut des nouvelles lois, des machins. Et puis, donc, vous avez fait venir des avocats avec vos climatologues et des juristes. Et puis, on coupe la tête de l'incertitude juridique et on se retrouve avec une incertitude politique. Les gens commencent à manifester, rouspéter. Cynthia est un exemple pour ça. Et donc, en fait, la première chose qu'on doit se dire, c'est que quand on va travailler comme ça avec les gens, à hybrider nos discours, eh bien, on ne va pas vraiment réduire les incertitudes, on va voyager d'incertitude en incertitude. Et donc, si par exemple, Valérie vous a dit lundi qu'il était très important d'investir massivement encore dans la science du climat pour réduire les incertitudes sur l'avenir climatique, eh ben Jean-Paul, il vous dit mercredi qu'il est super important d'investir dans tous les autres champs qui viendront réduire toutes ces autres incertitudes qui vont naître de la réduction des incertitudes climatiques. Vous me suivez ? Si vous reprenez mes exemples, on prend l'exemple de l'expropriation du village sur base de « on a réduit des incertitudes, vous devez partir » et puis des gens s'installent, mais en fait c'est complètement instable cette affaire. Ça va créer des émeutes, de la difficulté, Voilà. Deuxième chose, c'est que en situation d'incertitude, on a toujours plusieurs chemins à prendre. Par exemple, on construit une digue ou on recule les maisons. C'est ça que ça nous montre, une incertitude réduite sur l'élévation du niveau marin. C'est de nouvelles questions et des bifurcations. Et ces bifurcations-là, la science, elle ne nous répondra pas. C'est une question politique. Et ces questions-là, elles sont vraiment, vraiment compliquées. Et puis, le dernier monstre, donc vous voyez, il y a un monstre avec plusieurs têtes, il nous ennuie. Il y a un monstre qui monte plusieurs directions, il nous ennuie, une fois qu'on travaille avec les gens. Et puis le dernier monstre, c'est quelque chose qui est très fort chez nous, c'est que la science du climat et les sciences autour, y compris les miennes, réduisent les incertitudes sur l'avenir, d'une part, augmentent les incertitudes sur l'avenir. Ils font coexister deux choses qui ne doivent pas coexister.
la réduction et l'augmentation. Et ça se crée ce genre de monstre qu'on trouve ici, où des choses qui ne doivent pas être ensemble sont mises ensemble, et les gens réagissent très mal à ça. Ils cachent un morceau du monstre. Alors sur ce monstre-là, on va garder juste la jolie tête barbue et enlever l'horrible queue avec les horribles griffes, par exemple. Mais donc, quand vous faites coexister un travail scientifique, en fait, vous créez des choses qui sont difficilement compatibles, arrimables. Et donc, une petite conclusion. Si vous avez été vraiment attentif, ce que vous n'avez pas été, parce que j'ai réussi à ne pas tout dire, je vous ai parlé de récits et de récits qui s'hybrident, je vous ai parlé de rhétorique, je vous ai parlé de façon d'étude, de littérature, d'objets, de sens de la vie, je vous ai parlé de philo. Je vous ai parlé d'étudier la science pour comprendre comment elle se promenait. Je vous ai parlé de philo. Je vous ai parlé de transdisciplinarité, c'est-à-dire de posture éthique de l'efficacité et posture éthique du respect de l'autre. C'est de la philo. Je vous ai parlé de quoi encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, et qui était l'espèce de message central que j'espérais faire avec plus de clarté si j'avais été moins lent, c'est qu'on a aussi, dans les sciences sociales et les sciences humaines, pas que des sciences pragmatiques qui nous semblent très pratiques. L'économie, on va avoir l'impact économique. On va avoir l'impact sur la société. Non, non, non. Nous sommes dans des dynamiques d'hybridation qui demandent d'invoquer des champs de connaissances qu'on a tendance à disqualifier dans nos pratiques, comme par exemple celui de la philosophie. Ouf là là. Et je vous jure, j'avais tout un stock de dia après. Ouais. 12 heures. Merci beaucoup. Des questions? Merci beaucoup Jean-Paul. Je suis sûre qu'il y a plein de questions dans la salle. Il y a des lectures aussi derrière. Est-ce que quelqu'une veut se lancer? Super. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur l'exemple de l'endroit où vous avez dit qu'il y avait eu un effet positif, mais sans effet robuste scientifiquement de votre étude. En fait, c'était le cas du Sénégal, je crois. En quoi est-ce que l'effet a été positif de dire que, ok, on identifie le réchauffement climatique comme source des déplacement des différents pêcheurs, donc ça permet d'expliquer. L'effet était positif. Il y a une réponse facile et il y a une réponse difficile. L'effet était positif parce que des gens ont été libérés de prison en Iran. Le ministère a négocié leur libération. Un émissaire a été envoyé au Kamtchatka pour libérer les gens et au Sri Lanka, bien que la situation soit tendue avec le Sri Lanka. La police a commencé à faire attention aux plaintes des pêcheurs côtiers qui venaient. Donc il y a eu une injonction politique parce qu'ils se sont rendus compte que, pas parce qu'ils sont, oh les pauvres pêcheurs, oh là là, ils doivent bouger à cause de l'eau qui est chaude ailleurs, mais plutôt avec cette idée que si nous ne faisons rien, ça va s'empirer, parce que le changement climatique, c'est la machine qui démarre et ça a l'air d'être à cause de ça. Donc c'est positif parce que Father Churchill a réussi à faire libérer des gens et améliorer la vie des gens. C'est négatif parce que c'est un peu un travestissement de nos résultats scientifiques et ça nous ennuie. Et j'ai fait un talk à peu près équivalent il n'y a pas longtemps devant des climatologues. Il y en a qui m'ont dit, mais on s'en fout. L'important, c'est le résultat. Nous, on travaille, on essaie. Oui, je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'ils ont tort, je donne juste l'histoire. Mais pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas le réchauffement climatique qui est en cause dans ce... Finalement, on ne sait pas. C'est peut-être pas. Il y a une variabilité interannuelle des déplacements. Et donc, on ne saura que dans 10 ans si c'était ça ou pas. S'ils continuent à regarder ça soigneusement, parce qu'ils pourraient tout d'un coup s'intéresser à autre chose, mes collègues. Donc, tu vois, c'est tellement compliqué. Comment est-ce que je peux juger que c'est une mauvaise décision, puisqu'elle a rendu des gens plus libres et qu'elle s'est basée sur une observation réelle? Après, le discours, il était fait de contre-vérité, mais une contre-vérité aujourd'hui, dans 20 ans, avec le recul, on pourrait dire ça marche. J'ai pas de réponse, je ne sais pas pour ou contre, c'est juste compliqué. Mais en sciences sociales, on vise l'augmentation de la liberté des gens, et là on a un cas concret, des gens sont sortis de prison, on rejoint leur famille. Pas grâce à nous, mais grâce à une configuration heureuse,
où la science s'est hybridée avec le discours du quotidien. C'est la suite de cette question. Mais en fait, ces données scientifiques, elles existent. C'est des données scientifiques qui expliquent qu'effectivement, il y a de la température qui change. Même si ce n'est pas lié au changement climatique, ça permet quand même d'expliquer des déplacements, des pêcheurs et, je suppose, des poissons. Tout à fait, tout à fait. Il y avait un petit problème de date et de temporalité sur les images et les mouvements observés qui ne nous permettent pas de jurer qu'ils avaient vraiment suivi ce qu'on observait. Des problèmes de mois et de machin. Ça devient très technique. Et de nouveau, c'est pas grave. C'est pas à toi que je dis ça au ciel. Bonjour, déjà merci pour toutes ces histoires, elles étaient super passionnantes. J'espère que vous nous direz sur quel podcast les écouter un peu plus tard. Ma question, elle s'adresse notamment, vous avez mentionné pour l'exemple de Brest, des jeux de pouvoir locaux qui ont été soulevés par l'arrivée d'une petite équipe de scientifiques. Donc en fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui vous ont poussé vers un débouché ou tenté d'une façon ou d'une autre de biaiser les conclusions de vos études? Et quelle aurait été la réaction la plus adéquate selon vous à adopter? J'ai besoin de faire passer un ordinateur dans ma tête, tu vois, parce que il y a deux niveaux de résultats déjà, pour vraiment penser si on nous a poussé ou pas. Il y a les résultats de sciences avec lesquels on travaille beaucoup avec des gens qui font des sciences du climat, et les résultats de sciences sociales. Les résultats de sciences, c'est très difficile à fausser. Les résultats de sciences sociales, on a toujours l'impression qu'il y a une dimension interprétative. On peut dire, ah ben t'as pas compris, c'est un malentendu, c'est interculturel, patati patata. Et donc je passe en revue terrain par terrain. Alors, je vais essayer d'expliquer clairement quelque chose de compliqué. Tu as vu que ça se passait dans beaucoup de pays différents. Ces pays différents relèvent de ce qu'on appelle des traditions épistémiques différentes, c'est-à-dire des façons de produire la connaissance, des façons de penser la connaissance différentes. Donc quand on travaille dans des pays anciennement ou encore communistes, la place du moderne et du quantitatif est énorme lorsque comparée à la place du qualitatif. Okay ? Or, si vous avez entendu mes histoires, c'est beaucoup de qualitatif. Donc quand on déploie un résultat scientifique qualitatif dans un pays dont la tradition épistémique est quantitative, on subit des pressions. Les gens, ça les énerve. Est-ce que c'est vraiment de la science ou est-ce qu'il raconte des histoires? Est-ce qu'il est en train de s'approprier le rôle du Parti communiste, qui est de veiller au bonheur de la société? C'est son travail. Alors que son rôle devrait être plutôt de compter le nombre de vaches de Marcel pour s'assurer qu'il en a 103 et que ça le rend heureux. Et donc, tu vois, c'est pas aussi simple qu'un acteur te dit, mais parfois, tout d'un coup, les choses deviennent tordues parce que tu t'inscris dans un endroit où ta tradition épistémique résonne mal avec l'autre. Et Jeanne a été témoin de ça. On a travaillé sur un projet où on a dit que les récits, par eux-mêmes, étaient source de force. Donc, pas l'argent, pas le muscle, c'était le récit que tu peux invoquer qui te rend fort. Et on a une collègue d'un pays à tradition épistémique quantitative lourde qui avait une traduction simultanée. Et donc, je disais, notre hypothèse, c'est que les récits, en eux-mêmes, les mots à la queue leu-leu, sont une source de force. J'en suis convaincu, que les récits sont une source de force. Ça fait partie de ce que je fais comme travail. Et la collègue, dans l'autre langue, a pouffé et a dit, dans sa langue, il y a une erreur de traduction, c'est impossible. La traductrice est revenue, a dit, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Elle a dit qu'il y a une erreur de traduction. J'ai dit, nous trouvons de la force dans les récits. Et elle est repartie, elle a fait ça, et l'autre a pouffé une deuxième fois, et puis elle a dit dans sa langue, il est fou. Et ça va, c'est gentil, c'est des gens gentils, on a des relations de très grande qualité pour arriver à faire ce travail avec ces gens. Donc, il est fou, c'est un il est fou affectueux. J'espère que Jeanne va hocher la tête en montrant qu'elle se souvient. Je n'ai pas donné le nom des personnes, ni les nationalités, mais tu vois, là, il y a une pression, tout d'un coup, qui vient. Parce que tu dis, OK, mais si mon message ne passe pas du tout comme ça, comment tu fais, quoi? C'est un résultat, c'est pas un résultat, voilà. Mais il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu avec ses gros sabots dire « changez vos résultats, on n'aime pas ». C'est plutôt « allez jouer ailleurs ». C'est pas mal. C'est déjà suffisant, ça nous fait mal d'aller jouer ailleurs.
Alors, moi, je voulais revenir au moment où vous avez parlé des tensions entre... Une distinction entre valeur morale, contrainte matérielle et connaissance. Et des pays moins performants, ceux qui travaillaient sur les causalités. Alors, j'ai parlé de performance, mais à ce moment-là, je pensais au système éducatif. Et j'ai la chance d'avoir vécu dans différents pays. Et donc, mes enfants, ils ont grandi une partie de leur vie au Canada, une partie de leur vie en France. Et j'ai été très marqué par le fait que, donc, et même une partie de leur vie en Afrique de l'Ouest, dans le système des lycées français. Donc, mon aîné, il a appris à écrire droit sur une ligne, entre deux espaces. Je pense que pour beaucoup de gens ici, c'est assez naturel d'écrire droit sur une ligne, entre deux espaces contraints. Mais il faut quand même avouer que ça ne sert pas à grand-chose dans la vie, quoi. Mais il a passé 1 an. Il a même eu des cicatrices dans les oreilles, parce que comme il ne le faisait pas bien, sa maîtresse le secouait par l'oreille, et les ongles rentraient dans les oreilles. Donc il a appris, mon cadet, après nous sommes immigrés au Canada, il a appris pendant 2 ans à écrire et comprendre le mot respect. Mais pas sur une ligne, hein. Il pouvait l'écrire n'importe comment, le dessiner comme il voulait. Ils avaient des activités et on enseignait le mot respect. Eh ben, il n'y a pas photo, quoi. Après ça, il y en a un, on a fait plein d'activités chouettes, et il y a l'autre, il devait apprendre la science et les causalités. Et je ne suis pas contre la science et les causalités, mais s'il n'y a pas la notion de respect qui est enseignée tôt, ou qu'on laisse la question de respect pour les laïcs à l'église, ou pour les non-laïcs au club de sport, ou je ne sais pas quoi, ou à la famille qui est complètement débordée parce qu'elle doit bosser tout le temps, ça ne marche pas, quoi. Et donc, je pense réellement qu'il y a des endroits où on a compris que ce qui pilotait l'humain, c'était des valeurs, et l'État accepte d'identifier des valeurs plus sympathiques que d'autres dans des cursus scolaires, comme par exemple le respect de l'autre. Alors après, vous pouvez me faire un procès en wokisme aigu, je m'en fiche, quoi. Hein. Mais c'est tellement plus agréable un monde où on se respecte qu'un monde où on écrit sur une ligne droite et qu'on se fait pincer les oreilles. Évidemment, mon expérience personnelle n'est pas généralisable au monde entier, etc., etc. Mais c'est juste pour vous donner une idée qu'on peut faire un curseur. Moi, je suis belge à l'origine, donc j'avais un cours de morale non confessionnelle. J'avais une dame dans la classe, payée par l'État, qui m'enseignait la morale, le bien, le mal, la solidarité, la non-solidarité, la qualité du partage, le manque de qualité du partage, la bêtise que c'était de dévier des règles. Alors tout le monde, il y a des Belges ici? Tu as dû te moquer dans ta vie de ton cours de morale laïque, si tu as suivi un cours de morale laïque. C'est une farce aussi. Et puis c'est des profs un peu nuls, puis ils sont un peu plan-plan, ils nous ennuient. Mais on y a accès. Je ne dis pas que c'est mieux que la France, etc. Moi, j'ai choisi de vivre ici, j'ai pris la nationalité française, j'aime la France. Alors, les enfants, etc. Mais il y a des questions qui se posent sur quand la famille n'est pas là pour enseigner des valeurs, ou est-ce que ça appartient qu'à la famille? Je veux dire, un jour, l'enfant, il va se déployer dans le monde social, pas dans sa famille. S'il fait des bêtises, ce sera tout le monde qui payera. Voilà, toutes des choses que vous savez, mais voilà ce que génère la question. Donc moi, je pense qu'il y a des pays, effectivement, où on soigne ça comme un objet important, et des pays où on ne le soigne pas. Et du coup, ça crée des surdités sélectives. Il y a des pays où on croit que la science suffit, et il y a des pays où on pense que la science doit être combinée à d'autres messages. C'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas une théorie universelle des pays. Bonsoir, vous avez parlé de poissons, de prédictions. Est-ce qu'il y a des prédictions globales sur la masse de poissons dans tous les océans? Est-ce qu'il y a des prédictions globales sur la quantité de phytoplancton dont se nourrissent les poissons? Est-ce qu'à terme, il y aura une diminution? Est-ce qu'à terme, ce serait la fin du pétrole? Puisqu'on sait que le pétrole peut être issu de poissons. Je répondrai sur le poisson. Et, par exemple, si on distille du poisson, des huiles de poisson, avec de l'eau salée, ça génère du pétrole. Ta question est super importante. Est-ce que la science peut nous rassurer ou ne pas nous rassurer? Je ne sais pas. Alors, la science, si une réduction des incertitudes sur une question te rassure, la science peut te rassurer parce que c'est son boulot de réduire les incertitudes. Mais si tu veux, si la science me rassure en me donnant la certitude de ma mort, donc en réduisant les incertitudes dans mon caractère éternel, peut-être ça va me déprimer, mais peu importe. Le poisson.
Daniel Pauly est un aliote français assez fameux, mon aîné de 30 ans, je pense. Donc Daniel Pauly, c'est quelqu'un d'assez fameux, si tu trouves son nom, c'est un aliote. Et donc lui a essayé de calculer le potentiel de productivité de l'intégralité des océans de la planète. Et c'est assez facile parce qu'en fait, la surface des océans, elle est connue, la lumière solaire incidente est connue, et le potentiel de transformation de la lumière du soleil en phytoplancton, puis en poisson, puis selon les chaînes trophiques, tu peux travailler avec des cellules, si tu veux, des cellules de terre où certaines espèces pélagiques, benthiques, etc. dominent. Et donc, tu as des... Dis-moi si je te perds, parce que c'est assez technique. Donc, tu peux calculer la productivité potentielle totale des océans. Tu peux, ça a été fait. Ce que je veux te dire, c'est que cette histoire est intéressante parce que Daniel Pauly l'a fait parce que on entendait un message contradictoire. On entendait les pêcheurs du monde entier dire qu'il y a moins de poissons. Et les statistiques de débarquement de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture, montraient une augmentation des débarquements de poissons. Je te parle des années 90. Et donc, il y avait cette disjonction entre débarquement qui monte et pêcheurs qui disaient que ça baissait. Et donc, Daniel Pauly s'est dit, puisqu'il y a cette disjonction entre une réalité perçue par les pêcheurs et une réalité statistique dans les annuaires de la FAO, regardons ce qui se passe. Et il a découvert que les quantités de poissons débarqués dans les annuaires de la FAO étaient supérieures au potentiel de productivité maximale des océans du monde. Il y avait donc une impossibilité physique de transformation de l'énergie solaire dans les quantités débarquées déclarées dans les statistiques. OK ? Et donc, il a remis son rapport en disant, voilà, les statistiques de la FAO, ça ne marche pas. Vos débarquements, ça ne marche pas. Et ça a créé une espèce d'onde de choc parce qu'on a découvert qu'un pays, que je ne nommerai pas ici parce que ce n'est pas intéressant, et parce qu'on a tendance à stigmatiser ce pays dans les discours actuellement, surdéclarait ses débarquements de pêche parce que c'était un pays à économie planifiée, que le plan était de débarquer 2000 tonnes de poissons, j'invente le chiffre, mais que quand on venait qu'avec 50 tonnes, il fallait déclarer 2000 tonnes parce que le fonctionnaire qui n'atteignait pas ses objectifs fixés dans le plan était puni. Et donc, je te dis ça parce que ta question soulève la question de la documentation par des sources diverses d'une question. Le pic pétrole, on peut le voir de plein de façons. Comme les débarquements de poissons, on peut le voir comme une réalité statistique, une réalité thermodynamique, le travail de Daniel Pauly, une réalité statistique, le travail de la FAO, une réalité vécue du quotidien, les pêcheurs qui ne voient plus de poissons dans la mer. Et si j'ai pris le temps de répondre à ta question en parlant de cette histoire-là, c'est qu'elle est métaphorique. Elle est vraie, mais elle est métaphorique de quelle connaissance peut-on mobiliser pour répondre à une question à l'échelle et avec les conséquences de la question que tu as posée. J'espère que je suis clair. Et donc, il n'y a pas de réponse. Il y a des réponses. Donc, j'ai répondu à côté. Hein. C'est bien fait. Vous avez tout à l'heure parlé des valeurs environnementales. Je suis ici. J'ai besoin de voir qui parle parce que je suis malentendant, en fait. Pardon. Vous avez tout à l'heure parlé des valeurs environnementales, des valeurs morales, qui étaient très importantes pour convaincre les gens environnementalement. Est-ce que c'est possible de changer ces valeurs morales des gens, de personnes qui sont déjà adultes, qui ont déjà un cerveau bien formé? Est-ce que c'est possible de les bouger, ces valeurs morales? Il y a une psychologue de l'environnement, Linda Steck, qui avait catégorisé les personnes en 4 types de valeurs morales différents. Il y avait les altruistes, les hédonistes, les égoïstes et ceux qui étaient proches de la nature. Est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'on peut globalement réussir à faire bouger des adultes moralement? Parce que si on n'arrive pas à les faire bouger, on ne pourra jamais les convaincre et c'est des personnes dont on doit se passer et qui n'arriveront pas à avancer. La réponse qu'on a pour ta question est un peu décalée. Disons qu'on ne va pas chercher à faire changer les valeurs morales des gens. Je pense que les Khmers rouges ont essayé en rééduquant dans des champs. On a plein de trucs pour faire ça. Hollywood essaye de faire ça avec le film Sécession, là, par exemple. C'est une tentative de montrer aux gens les conséquences extrêmes des valeurs qu'ils défendent. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'on ne doit pas nécessairement changer les valeurs des gens, mais on peut installer les conditions de respect, tu te souviens de ma réponse sur l'école canadienne, pour que toutes les valeurs puissent être exprimées et que l'on puisse évaluer leur compatibilité
avec un discours qui crée des attentes qui se réalisent, c'est-à-dire avec un discours scientifique. Et lorsque quelqu'un est en droit d'exprimer totalement son attachement à l'industrie pétrolière, mais qu'en même temps on est capable de montrer l'objet, eh bien la théorie, et puis une théorie philosophique, une théorie de gestion du risque et une théorie même pragmatique de gouvernance, montrent que quand tu engages cette délibération dans le respect, tu ne changes pas les valeurs des gens, mais tu changes la façon dont ils vont insérer la connaissance que tu mets à leur disposition pour mettre ça en conformité possible, pour cesser d'être aveugle, cesser d'être sourd. Donc, on ne change pas les valeurs des gens. Moi, ça m'effraierait, tu vois, de comment est-ce que je sais que moi j'ai raison moralement. Je ne sais pas, je partirais au monde postmoderne, les trucs sont relatifs, un peu molles. Mais je peux dire, quand je crée les conditions d'un débat respectueux, tu vois, moi, ma valeur de scientifique, c'est quand même la vérité. Je ne mens pas, je ne triche pas sur mes données, etc. C'est une valeur que je crois noble. Eh bien, je peux aller parler de ça avec des gens. Pas dire « Le climat change, chenapan, tu aimes les 4x4 », ce qui est souvent fait malheureusement, mais plutôt de dire « Moi, ma vie, elle est dédiée à la recherche de la vérité. Est-ce que tu as quelque chose contre ça ?» Et là, pas toi, hein, la personne à qui je parle dans mon imaginaire. Et la personne peut me répondre « Ben non » ou « oui », et puis on commence à négocier comment on accède à cette réalité, comment on l'expérimente. Mais ça doit se faire... Mais ça doit se faire dans le respect. On découvre des trucs qui nous semblent loufoques parce que ça ne correspond pas à notre idéal de vérité, mais on avance. Et ça s'appelle une éthique de la délibération. Et ce dont on se rend compte, c'est que là où il y a des choses qui dysfonctionnent fort, par exemple des grosses inondations qui tuent beaucoup de gens, tu vois, des choses où l'absence de prise en compte de la réalité crée des drames, eh bien, il y a une appétence pour l'éthique de délibération, pour que les gens puissent en même temps exprimer des causalités et des valeurs et des contraintes matérielles, et pas devoir se limiter à mettre en compétition des causalités qui sont teintées invisiblement de questions de valeur. Tu vois la différence? Je pense que c'est... Et donc, après, on peut aussi quand même travailler, mais dès la petite enfance, sur des valeurs qui sont partagées par un pays. Liberté, égalité, fraternité. On pourrait pas juste le dire sur le fronton, mais l'incarner dans la salle de classe. Égalité, c'est mauvais élèves et bons élèves, pareil. C'est pas différent, toi tu iras faire ton école d'ingénieur et toi tu iras balayer. Eh ben, ça, c'est pas égalité, c'est pas incarné dans le parcours scolaire. Même si l'égalité, etc., on peut en débattre pendant des heures. Donc tu vois la différence. On ne change pas les valeurs des gens, mais on donne un lieu d'expression des valeurs, même si on les trouve moches. Et on regarde comment la science, avec ses causalités robustes, peut travailler avec des gens qui ont des valeurs différentes des nôtres. Et c'est très satisfaisant parce que les gens changent. Ils ne changent pas de valeur, ils ne deviennent pas généreux, gentils, etc. Mais au moins, ils respectent les causalités robustes qui s'imposent à eux. Ce qui est pas mal. Ils roulent moins en 4x4, ils écrasent moins de vélo, etc. Allô. Ici. Merci. J'avais une question qui ressemble peut-être un petit peu. C'est quand vous avez parlé de l'étude de cas au Sénégal, où à la fin vous disiez que on avait le récit qui avait été choisi, ça avait été le changement climatique parce que c'était le plus simple, c'était celui qui impliquait le moins de problèmes pour de difficultés. Il n'y avait pas à agir, et agir c'est compliqué, on risque d'avoir des problèmes soi-même, etc. Et donc, est-ce qu'il y avait des façons dont le récit scientifique et social va s'hybrider qui poussent plus à agir et à impliquer, qui vont pousser les gens à agir, même si c'est compliqué pour eux? Oui. C'est évidemment un peu caricatural. La présentation que j'en ai faite, elle est vraie, mais caricaturale. Et donc, on a aussi fait des travaux alternatifs. Et quand tu dis des façons, une façon qu'on a fait, c'est un mécanisme de mise en théâtre des enjeux. Et donc, avec des citoyens ordinaires, mais aussi une troupe de théâtre sénégalaise professionnelle, on a fait, ça s'appelle un théâtre façon, j'ai oublié le nom technique, mais on a fait des espèces de petites mises en scène pour trouver des explications. Et puis, il y a aussi un travail du financement de rappeurs sur la question des mangroves, tu vois, pour explorer
jusqu'où les gens peuvent aller, ne peuvent pas aller. Dans ce projet, on avait un grand travail de production artistique ou mobilisant les habiletés d'artistes pour essayer de déployer notre discours scientifique en même temps que eux déployaient le discours de leurs soucis. Et donc, il y a moyen, dans les deux exemples que je te donne là, les rappeurs et le théâtre populaire, il y a moyen de questionner l'adoption d'un discours dominant mal avisé avec une population, la population. Mais les dominants, c'est compliqué, tu vois. La personne qui est récipiendaire des fonds d'adaptation renonce à 2 millions parce que tu te trompes ou tu dis des mensonges. Mais non, il y a plein de gens qui renoncent pas, quoi. Donc tu vois, c'est pas toujours aussi. Et donc on peut travailler aussi à la protection des mangroves. Mais pour répondre à la question, ça les intéresse pas tellement, en fait. Ceux qui arrivent à kidnapper le discours scientifique. Et puis même les chercheurs, tu vois. Si moi, à l'époque, si je faisais de la recherche sur la biodiversité, j'aurais eu moins d'argent que si j'avais fait de la recherche sur le climat. Je veux dire, ces structures incitatives, elles existent pour tout le monde. Et c'est compliqué. Aujourd'hui, la biodiversité, c'est à peu près égalité. Mais bon, je fais du faux cynisme. Ouais. Alors, je ne sais pas comment aborder ça. Voilà, après ta présentation, finalement, j'ai le sentiment que y a des dominants qui vont utiliser le discours, quel qu'il soit, finalement, pour asseoir leur position, en tirer un avantage, pas se créer d'ennuis, etc., etc. Ces dominants-là, il me semble qu'ils ont utilisé les sciences sociales pour développer des méthodes, l'instillation du doute en particulier. Et j'ai l'impression que finalement, là, maintenant, on ne sait pas, nous, apporter des outils pour contrebalancer ça. Et moi, c'est ce que j'attendrais aujourd'hui. Moi, je suis plutôt du côté climat. C'est ce que j'attendrais du côté des sciences sociales. C'est-à-dire qu'on nous dise, bon, bah, voilà, y a des gens qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on tienne compte du changement climatique. Ils ont développé ces stratégies-là. Qu'est-ce que nous, on peut faire ? Ta question est super importante. Ouais, je m'entends par là maintenant. C'est désagréable. Ta question est super importante et résonne avec la question de changer les valeurs des gens. Et donc, j'ai travaillé pendant un temps dans une compagnie de relations publiques. On faisait de la publicité, on organisait des campagnes de relations publiques. C'était il y a longtemps, j'étais jeune, j'avais besoin d'argent, j'avais 2 enfants, j'avais plein d'excuses. J'avais besoin d'argent. Et quand on travaille dans des campagnes de relations publiques, on utilise les méthodes des sciences sociales, mais d'une façon qui n'est pas du tout éthique. On fait ce que le jeune homme dont je ne connais pas le nom là, parce qu'il ne s'est pas présenté, contrairement à moi qui me présente systématiquement. On utilise de façon pas éthique les méthodes des sciences sociales. On fait des focus group pour mieux vendre une cymbale. On fait des enquêtes pour s'assurer que des gens regardent la télé. C'est pas très sympa, c'est éthiquement moche. Et de l'autre côté, parce que je suis passé de l'autre côté de la barrière, parce que j'en avais ras-le-bol, hein, honnêtement, eh bien, on a une posture éthique qui fait que nous ne faisons pas ça en creux. Nous ne pouvons pas changer les valeurs des gens en faisant des campagnes de pub. Ça ne se fait pas. Et donc, on doit trouver des moyens plus fins, c'est plus frustrant. J'entends le message, mais notre travail n'est pas d'imiter les agences de marketing pour nous assurer que les citoyens se conforment. Je sais que ce n'est pas exactement ça que tu as demandé, mais si je pousse cette logique-là jusqu'au bout, c'est ça. Donc, moi, je ne peux pas adhérer à ça. Et si jamais on veut faire la campagne de « je ferme mon robinet » ou « j'éteins ma lumière », il y a des agences de marketing qui feront ça très bien. Ils ont les outils, ils ont les machins. Donc, nous, en sciences sociales, on va plutôt se dire comment, par notre travail, par notre action, on peut augmenter la liberté par le choix, ce qui est lent et pénible et qui est une posture éthique. Et donc, typiquement, dans le travail que moi je fais, j'ai l'illusion qu'en permettant au discours scientifique de se déployer de façon hybridée et respectueuse dans la population, quelle qu'elle soit, la communauté avec laquelle je travaille, j'augmente les choix parce qu'ils ont d'autres mondes, des mondes où le climat change, des mondes où ça va aller mal, où ils peuvent agir contre, que je contribue, moi pas tout seul, mais je contribue, je commence à perdre mon français apparemment,
je contribue à ouvrir l'espace de liberté. Et donc, contrairement aux agences de marketing qui ont instillé le doute, toutes ces saloperies, qui ont diminué l'espace de liberté des gens pour qu'ils consomment, notre travail à nous, ce n'est pas de contrarier en créant un seul autre espace de liberté, celui du respect de l'environnement, mais plutôt d'ouvrir les choix. Et quand tu es dans un jeu, les tricheurs gagnent toujours, et le vertueux, il n'a que sa vertu. Et c'est un peu embêtant. Mais à long terme, je pense que... Voilà. Il y a plein de romans sur le fait qu'il vaut mieux mourir vertueux que vivre sali, quoi. Je n'ai pas d'autre réponse. C'est très vache, mais je peux pas, je suis capable. Je suis même capable de faire des gestes avec mon corps, parce que j'ai appris ça, qui convainquent les gens. Donc on a des trucs. Tu fais une conférence de presse pour une merger acquisition entre un groupe de l'énergie et un groupe de la foresterie, eh bien t'expliques à ton bonhomme qui se penche comme ça, et qui fait ça au moment, et son action, elle monte. Mais c'est crapuleux. Je vais pas faire ça pour nous, quoi. Et je fais pas ça pour moi. Ce serait facile, en classe, je pourrais faire taratatata. Ça marche pas à tous les coups, mais tu comprends. Donc non, on fait pas ça. Il y en a qui essayent de le faire, mais moi, impossible. Et donc, je ne te donne pas ces réponses-là. Par contre, la réponse que je donne, c'est dirige-toi vers ces gens, et je sais que tu le fais, hein, François, c'est pas à toi que je parle, c'est au monde autour de toi, c'est dirigez-vous vers ces gens qui ne comprennent rien, dirigez-vous vers les méchants, et dites-leur, soyez méchants, ok ? Enfin, dans mon monde, je les appelle les méchants, vous les appelez comme vous voulez, mais les causalités, elles seront bonnes pour vous, pour les gentils, c'est les mêmes causalités. Et c'est ça le malentendu. C'est que les causalités robustes que nous découvrons ne vont pas changer en fonction de nos valeurs. C'est simplement notre capacité à recevoir cette causalité comme une réalité qui change. Et donc, il faut créer les conditions de réception de ces causalités. Le bonhomme là qui dirige la République française, pour l'instant, il va être cassé, ou ces générations à venir, cassé par le changement climatique, comme mes enfants. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête, quoi. Sinon, même les causalités que je connais, elles ne seront pas différentes pour lui. Même s'il va sur une île, quelque part. Non, j'entends bien. Et puis, on ne va pas parler de lui parce qu'il ne mérite même pas ça, en tout cas dans mon monde à moi. Oui. Bon, merci beaucoup pour la conférence et vos réponses complexes. J'ai une question qui va être plutôt simple. En fait, l'histoire des pêcheurs au Sénégal, ça me fait penser au sushi. Pourquoi ? Parce que j'observe depuis, je sais pas, un certain temps, on a de plus en plus d'engouement pour les restaurants asiatiques et pour la consommation du sushi. Donc en fait, dans notre monde, il y a un lien de causalité. Donc on sait, il y a des pêcheurs qui, au Sénégal, sur d'autres côtes, n'ont pas de poissons pour se nourrir, et nous, on en a de plus en plus. Donc, quelle posture nous allons prendre ? Donc, dans le monde occidental, est-ce que vous avez étudié la question ? Est-ce que vous pouvez recommander les lectures éventuellement ? Et oui, en fait, ça me fait aussi penser à Cynthia Fleury et à être courageux ensemble. J'ai pas entendu le mot. Cynthia Fleury, ça me fait penser à Cynthia Fleury. Merci. Ça s'éloigne du sujet, mais il y a des éthiciens fondateurs, et notamment un éthicien fondateur dont le nom m'échappe maintenant, qui est américain, qui est très intelligent, qui a un discours très bien, mais qui est aussi le fondateur du mouvement vegan et des mouvements végétariens, en montrant comment une espèce de cohérence éthique dans notre rapport à l'autre et au monde peut se traduire par des choix alimentaires qui mettent en conformité notre quotidien alimentaire avec cette espèce de bien-être que l'on peut retirer d'être en accord avec notre capacité à l'empathie et à toutes ces choses. C'est dommage que j'ai des problèmes avec la mémoire des noms, parce que je vous donnerai son nom, et sa lecture est utile parce que ça nous permet de nous outiller. Il va falloir que je retrouve, ça va me revenir tout d'un coup. Et donc, la question des sushis, c'est la question tout simplement de l'encastrement de notre quotidien dans des chaînes de causalité d'une grande complexité. Mais dans le fond, c'est pas si complexe que ça.
Les animaux sensibles, je vais répéter toujours la même chose, ce sont des papas, des mamans, des grands-parents, c'est la même chose. Il y a quelqu'un vient de me lire des extraits d'un livre sur l'élevage extensif de bétail en Argentine, et les vaches, quand elles viennent d'accoucher, alors que c'est extrêmement douloureux pour leur pie, prennent leurs veaux et les cachent dans les buissons pour que les éleveurs ne les voient pas, pour pas qu'on leur arrache. Puis quand on vient chercher ces vaches, elles font semblant que le veau n'est pas là. Et puis quand on les remet au champ, elles se trottinent comme ça, comme si de rien n'était, jusqu'à ce que l'éleveur soit parti. Et quand elle est sûre que l'éleveur n'est plus là, elle court chez son veau pour le nourrir. Et donc, c'est ça qu'on bouffe, quoi. C'est ça, à chaque fois qu'on... C'est ça. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, moi j'aime la viande. Hein. Je ne suis pas en accord, je n'ai pas réussi. Et donc, ces questions-là, je pense qu'on peut travailler. Et un espadon, c'est une famille, c'est pas un poisson, c'est une famille. Et il y en a plein des familles comme ça. Des vaches familles, des espadons familles, des cancrelats familles, des rats familles. Et je pense qu'on doit chercher dans cette idée de mise en cohérence de notre quotidien avec des valeurs qu'on voudrait porter, cette situation-là. Et moi, si je veux me vanter, j'ai expliqué qu'une éthique fondamentale pour moi, c'est l'éthique de la délibération. Et donc, je pense qu'on est tous imparfaits, qu'on doit pouvoir en parler et bouger à petits pas. Et si, comme mangeur de viande, je vous horripile, ou comme mangeur de sushi, je vous horripile, ou je t'horripile, voilà, on en parle. Et je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas, mais voilà. C'est une vraie question, il y a un travail à faire. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je fais comme je peux. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour cette conférence. Sans avoir traité la partie grain à moudre, je pense que tu en auras distribué une bonne partie. Et je pense qu'on va tous rentrer en cogitant quelques heures encore ce soir. Merci. Merci à vous tous.